Xavier, merci beaucoup. Bonjour Grégory. Bonjour. Oui, on se redit bonjour, mais en coulisses, on a déjeuné ensemble, donc Oui, on on a a pu commencé. passer un petit peu de temps ensemble. Exactement. Et ce qui est très bien, c'est que nous n'avons pas fait le podcast avant le podcast, donc tout ce qui sera échangé ici sera nouveau. Donc Tout c'est à parfait. fait. Je suis ravi de te recevoir parce que donc tu fais partie, tu nous expliqueras ton parcours, hein, mais tu fais partie du groupe Expedia. Et alors là, on va parler vraiment, le sujet me passionne de toutes les tendances liées au voyage, liées au travel 2026. Mais bon, ça fait un petit moment que tu es dans ce métier, donc on va même pouvoir faire un petit saut dans le passé aussi, peut-être. Bah oui, ça fait une bonne vingtaine d'années que je travaille dans le tourisme, donc j'ai vu beaucoup d'évolutions. Et effectivement, là, on essaie de repérer chaque année les nouvelles tendances émergentes et comment elles s'articulent avec aussi des tendances de fond que l'on observe sur du plus long terme. C'est ça qui me passionne parce que tu as le recul des 20 ans, tu as le recul de, tu verras, je te demanderai après juste de te présenter, mais tu as le recul de tout ton parcours et surtout tu as fait des grandes maisons. Donc avec une analyse de data beaucoup plus importante que si nous on menait les études. Donc l'échange va être passionnant. On va parler de destinations phares, de tendances du tourisme vraiment au point de vue de l'individu, au point de vue des glissements aussi, ce qui commence à muter. Est-ce que ça ne mute peut-être pas tant que ça? Donc on va avoir une heure et demie, 2 heures d'échange passionnant. Xavier, est-ce que je peux, avant ça, de te proposer de te présenter? Alors, travaille actuellement comme porte-parole auprès d'Expedia Group. Donc, Expedia Group, c'est trois marques pour le grand public. Expedia.fr, hotels.com et en France, abritel.fr. Et auparavant, en fait, j'ai une longue expérience dans le domaine d'Internet et du tourisme. Et donc, ça fait à peu près 14 ans que je suis dans Dans le le groupe milieu. Expedia. Et encore auparavant, je travaillais pour une agence de voyage en ligne pendant 8 ans. C'était qui l'agence en ligne? C'était Opodo. Opodo. Donc, ça fait voilà, 14 et 8, 22 ans dans le tourisme exclusivement. Et auparavant, encore sur Internet, pas dans le tourisme directement, mais dans les ventes aux enchères en ligne. Donc, ça, voilà, une expérience dans la tech assez longue maintenant. Ouais, tu vois, nous, au bout de 10 ans, on considère qu'on a de l'expérience, mais finalement, toi, tu as vu plusieurs générations et même le début de l'Internet, donc c'est magnifique, quoi. Voilà, ça me rajeunit pas effectivement, Et bon, moi, tu sais, non, moi non, non mais plus, hein, mais... c'est passionnant de voir toute Ouais. l'évolution et dans le domaine du tourisme en particulier, comment les gens préparaient et réservaient leurs vacances il y a 20 ans et comment on est passé la révolution d'Internet, la révolution du mobile et aujourd'hui la révolution de l'IA qui arrive à grands pas. Qui est assez hallucinante. Alors le but, c'est là plutôt de pas étonnant, je vais pas parler forcément de la stratégie marketing de la boîte, mais même vous, chez Expedia, l'arrivée de l'IA, mine de rien, ça doit être une magnifique opportunité, comme ça doit faire trembler un peu le modèle, j'imagine, peut-être. Alors, ben, la société a vraiment décidé de prendre l'IA comme une opportunité et d'embrasser le phénomène dès le début. On sait que ça fait partie, effectivement, comme je le disais, des grandes révolutions. Et c'est une nouvelle révolution qui se profile et plutôt que de rester spectateur et d'attendre de voir passer la vague, autant s'engouffrer Mm. dedans et euh, déjà depuis 1 ou 2 ans, on cherche à intégrer euh, dans nos façons de travailler l'IA pour essayer de voir quel service additionnel ça peut rendre aux voyageurs, aux utilisateurs. Et on a tissé divers partenariats et on intègre aussi divers modules d'IA à chaque fois que ça peut donner de la valeur ajoutée dans le parcours, dans le parcours utilisateur. Et donc, voilà, on essaye de prendre, on prend, pas on essaye, on prend vraiment le train en marche et on voit un certain nombre d'effets dans les usages déjà aujourd'hui. Ce qui est drôle, tu vois, alors je mets les pieds dans le plat tout de suite, mais donc nous, pour la petite histoire, on travaille pour moitié avec des institutions publiques, des offices, des départements des régions, et pour moitié avec des acteurs privés. Ce qui est rigolo, c'est que, j'extrapole, je caricature, mais la grande partie de nos acteurs institutionnels ne veulent pas aller sur l'IA, pour diverses raisons, hein, éthiques, transformationnelles, etc. Et des gros groupes comme le vôtre, où tu te dis c'est quand même un mammouth à faire changer, ça fait déjà 2 ans que vous le faites. Et c'est
En fait, le train passe, si on ne le prend pas, il passera sans nous. Donc, c'est fondamental. En tout cas, c'était la démarche au niveau du groupe de chercher à s'intégrer dès maintenant et à intégrer aussi tout ce que ça peut apporter, parce que Évidemment. c'est quand même une évolution fantastique aussi. Donc, comme tout changement un peu radical et rapide, ça fait peur. Ça induit des changements profonds, mais c'est aussi une source énorme d'opportunités. Donc, c'est, Et d'opportunités méconnues, parce que, je veux dire, l'IA, c'est quand même très récent. Donc, moi, je me dis souvent, à force d'attendre la révélation de ce que ça va apporter, et donc d'avoir pris 4 trains de retard, bah, autant s'y mettre et puis de découvrir en même temps l'innovation c'est- que ça va engendrer. tout à fait. Non, non, c'est un chantier passionnant. Mais j'aime bien que tu le dises, tu vois, parce que souvent dans les grands groupes, comme les machines sont plus importantes, c'est plus dur à faire transiter. Et moi, quand je vois des fois les destinations qui n'osent pas le faire, et qui, parfois se plaignent des grands OTA, à dire bah, ils nous mangent tout le business. Bah oui, mais ils prennent chaque révolution en marche avant tout le monde. Donc bah, c'est juste normal qu'ils aient le train d'avance, parce qu'ils l'ont pris, tout Oui, puis simplement. ça n'empêche pas de garder, enfin, c'est même, à mon sens, vraiment fondamental de garder un regard euh, humain, en fait. Le but, c'est pas de mettre de l'IA partout pour mettre de l'IA, ça n'a pas de sens. Il faut mettre de l'IA quand ça permet véritablement de donner un coup d'accélérateur ou d'améliorer euh, voilà, le parcours du client, d'affiner, de mieux Mm. personnaliser ce qu'on va lui proposer, de mieux d'être plus percutant et plus pertinent dans ce qu'on lui propose. Euh, Après, ça n'empêche que l'IA, par exemple, dans le cadre du service client, on garde toujours une dimension humaine là où c'est nécessaire, là où il faut un jugement, oui, un jugement humain. C'est pas l'IA pour l'IA, Mm, c'est mm. vraiment l'IA quand ça apporte quelque chose. Et ça, c'est fondamental pour pas justement se laisser non plus dépasser et déshumaniser complètement la relation. En plus, le voyage, on est quand même sur des expériences qui transforment la vie de plein de choses. Les vacances, c'est quand même le moment le plus attendu par... c'est un peu la récompense d'une année de travail, c'est des instants qui rythment la vie, c'est important, c'est comme ça qu'on se crée des souvenirs aussi avec les gens avec ses proches, avec les gens qu'on aime, et ce sont des moments importants. Et, euh, et c'est bien voilà, de savoir aussi garder cette dimension humaine qui fait que chaque expérience sera Mm. unique et qu'on ne tombe pas que dans le standardisé C'est ça qui doit être non dur plus. pour vous d'arriver à faire ça. Parce qu'avec la masse de volume que vous devez gérer, d'avoir toujours l'impression, quand toi tu viens sur la plateforme, que le touriste c'est l'autre, quoi. Que tu as la meilleure expérience que tu n'auras pas, que le copain n'aura pas. Ça doit être dur à l'échelle de faire ça. Bah, c'est aussi tout ce que peut apporter un grand groupe avec les moyens qu'il a, avec toutes les compétences au sein de l'entreprise, euh, qui peuvent justement travailler à tous ces cas de figure, à avoir les outils aussi à développer, parce que ça demande effectivement des investissements importants, d'avoir Mm. les outils et les compétences pour pouvoir développer ces parcours clients uniques et qui répondent autant que possible à toutes les À toutes les exigences facettes. Ouais. spécifiques et toutes les facettes. Bah d'ailleurs, alors on parlera juste de tendance juste après, hein, mais justement une petite question là-dessus. Mais alors là, pour le coup, presque une question de moldu, hein, de non-connaisseur. Expedia, Hôtel.com, Abritel. Moi, je suis client. Par exemple, à qui s'adresse plutôt telle marque? Alors, on commence par laquelle? Celle que tu veux. Alors, En France, peut-être, si je prends. Alors, on commence. Alors, les trois sites, de toute façon, ont des portails français. Donc, on va prendre Abritel, par exemple. Donc, Abritel, c'est vraiment l'expert de la location de vacances, euh, avec plus de 2 millions de locations de vacances, 2 millions en France? 2 millions dans le monde. Ah oui, j'allais dire, Voilà. c'est On est énorme. sur Ok. 2 millions dans le monde, qui s'adressent principalement à des familles ou à des groupes d'amis qui partent pendant les temps forts de l'année, donc beaucoup les vacances scolaires, et qui partent pour des séjours plutôt longs, une semaine, voire plus. Donc c'est vraiment les vacances.
Et on est présent, en tout cas tout l'inventaire d'hébergement est présent vraiment dans les lieux de Mhm. vacances, là où les gens partent, c'est-à-dire vraiment au bord de la mer, à la campagne, à la montagne, en hiver ou en été, vraiment dans les lieux de vacances. Et euh, et il y a vraiment cette expertise. Ça fait, Retail existe depuis presque 35 ans. Purée. Donc il y a vraiment c'est Ouais, t'as un historique une fort, quoi. marque Ouais. établie et qui a un historique et une expertise qui est très, très ancienne à présent. Le, donc ça, c'est pour Ouais. Abritel. Pour hotels.com, c'est, comme son nom l'indique, le spécialiste de l'hébergement hôtelier qui s'adresse là plutôt à une clientèle qui voyage en solo ou qui voyage à deux, ou ça peut être des jeunes professionnels qui combinent enfin qui partent pour des courts séjours plutôt, souvent un peu en dernière minute pour se faire plaisir le temps d'un week-end, ou qui combinent euh, un, un séjour professionnel qu'on étend de 2-3 jours pour l'aspect perso, en fait, pour ce qu'on appelle le leisure, mélanger business et loisirs. Ça s'adresse plutôt à cette clientèle-là qui la force d'hotels.com aussi, c'est son système son programme de fidélité. J'allais, ça me- je- Vas-y, oui. Voilà, qui est en J'allais te le fait dire. Je suis client hôtel.com et c'est pour ce que ça. les gens retiennent. Alors, il y a plusieurs aspects. Le principal aspect, c'est pour 10 nuits réservées, on obtient une nuit bonus. Donc, vous cumulez les nuits, que ce soit sur un, deux ou trois séjours, et au bout de 10 nuits 10 nuitées qui ont été réservées, il y a une nuit bonus. Donc, c'est simple à comprendre et c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié par Ah, les utilisateurs. Donc, ça, c'est un des gros points forts. Et il y a aussi tout ce qui est les offres exclusives. Parce qu'en fait, hotels.com, c'est des millions d'hôtels, mais qui sont tout type d'hôtels. Ça peut être des grandes chaînes, ça peut être des boutiques hôtels, ça peut être des petits hôtels indépendants. Et ce que nos équipes font, c'est aussi de négocier des offres aussi exclusives en dernière minute, par exemple, et des avantages. Donc, quand on est membre d'hotels.com, ce qui est gratuit, une fois que vous êtes membre, vous avez accès aussi à des offres exclusives, à des remises et à ce qu'on appelle le VIP Access aussi je crois que c'est à peu près 1 million d'établissements. C'est des offres pour réserver une chambre standard, mais quand vous êtes membre, vous pouvez obtenir parfois un surclassement ou une bouteille offerte dans votre chambre, ou un check-out tardif, ou voilà, des petits bonus comme ça qui vous sont offerts. Et ça, c'est très apprécié par tous les membres. c'est rigolo parce que moi, alors, je suis pas client Expedia. Tu m'en parleras juste après. Je suis client Abritel, mais parce que maintenant, on a des gîtes. Donc, ce que tu dis, c'est vrai. On est avec une plateforme concurrente aussi en commercialisation, mais c'est vrai que les clients qu'on a via Abritel, c'est des séjours plus longs et un peu plus internationaux aussi. Aussi, alors ça dépend, je pense, des régions, mais euh, Abritel, c'est le nom français, mais en fait, c'est un Hmm. réseau qui, dans d'autres pays, s'appelle Verbo, VRBO, ça s'écrit. Ah, mais je pensais que c'était HomeAway dans d'autres pays. Parce Non, que non, non, l'application s'appelle Verbo. c'est Verbo. Ah, je pensais que c'était Verbo, le nom de l'appli. le nom de la plateforme aux États-Unis, en Grande-Bretagne. En Pour Allemagne, ça, c'est ok. encore un autre nom, mais en fait, c'est la même plateforme. Et pour des raisons historiques, on a conservé Local, la marque locale qui était bien établie. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en ce qui est France pas avec bête, hein. Abritel. Mais l'offre qui figure sur Abritel est accessible depuis les Hmm. sites étrangers, et un vacancier britannique ou allemand peut trouver sur sa plateforme les hébergements qui ont été mis en ligne par un propriétaire sur Abritel. Donc, et certaines régions, effectivement, particulièrement, sont plus internationales au niveau de la Hmm. clientèle Mais oui, touristique que forcément. d'autres. Et là, ici, on est dans le Bordelais. Il y a quand même le Bordelais ou Bordeaux, c'est déjà une marque en soi au niveau C'est clair. international, et ça parle à énormément de personnes dans le monde entier. Et il y a tout un tourisme qui peut être aussi viticole, et
pour la ville, pour même toute la région autour de Bordeaux. Mais il y a quand même aussi beaucoup de choses qui se passent et beaucoup d'intérêts touristiques autour du vin. Et ça attire aussi beaucoup de vacanciers étrangers. Voilà. Et Donc ça me avec un fait... pouvoir d'achat Et avec un pouvoir souvent un peu d'achat plus. souvent plus élevé, on s'adresse à une catégorie de touristes un peu On le spécifique sent aussi. direct, ouais, on le sent que c'est prix la nuitée est plus importé, on sent que c'est des clientèles un peu différentes. Hôtel.com, ouais, c'est vrai, le programme de fidélité, c'est pour ça que je suis Hôtel.com et pas Booking, par exemple. Vraiment, le parcours client est incroyable, etc. La marque aussi, hein. Ce que vous avez réussi à faire en termes de branding, on sent que ça s'adresse à un public un poil plus jeune, un peu plus dynamique. Ça marche hyper bien. Et c'est vrai qu'Expedia, alors, je sais pas si c'est moi per- personnellement qui en a une connaissance moins fine, ou est-ce que c'est peut-être un poil moins présent en France que Hôtel.com. Je saurais pas te dire. Alors, Expedia, j'allais dire, c'est un peu le vaisseau amiral au sein du groupe. Après, on est quand même sur un positionnement un peu différent. Expedia, c'est le site, c'est la plateforme sur laquelle on va, où on trouve toutes les prestations touristiques. Donc, c'est un peu ce qu'on appellerait en anglais Le le hub. one-stop shop. Mm. C'est vraiment là le lieu où on retrouve l'ensemble des prestations, où on peut réserver des billets d'avion, des nuitées d'hôtel, des locations de voitures, des croisières, des activités aussi, de plus en plus. Et le bénéfice d'hotels.com, donc là, ça s'adresse plutôt à une clientèle peut-être un peu plus familiale, mais qui cherche des, à se créer des vacances plus complexes plus complexe. Et le point fort d'Expedia, c'est vraiment surtout ce qui est forfait à créer Mm. soi-même. C'est-à-dire le package, on combine plusieurs prestations touristiques et on bénéficie d'avantages aussi tarifaires en combinant. C'est vraiment la force de la combinaison entre les différentes... vous prenez un vol, un hôtel, ou un vol, un hôtel, une location de voiture, ou vous rajoutez des activités. Et c'est le fait de packager tout cela qui donne des remises. Hein. Et c'est vraiment ce pourquoi les vacanciers, les voyageurs viennent Viennent. sur Expedia. Pour entrer justement là commencer à parler tendances. Déjà, tu me dis hein, si tu en as une idée, mais dans le type d'offre que vous faites entre Expedia, vacances un peu plus packagées, hotels.com, de l'hôtellerie, Abritel, de la location, est-ce que déjà toi, en quelques années, tu sens qu'il y a une appétence qui est mouvante entre le tout packagé, l'hôtellerie ou la location un peu libre? Ou non, tout est en augmentation? Comment tu... En fait, je pense que c'est difficile de... On peut avoir intérêt d'aller sur les trois plateformes à différents moments pour différentes C'est occasions. vrai. Euh, euh, Tu décides de partir avec ta compagne pour un week-end en dernière minute, tu passeras par hotels.com, tu vas, tu réserves en dernière minute, je ne sais pas, un week-end à La Rochelle par exemple. Euh, Ce sera hotels.com qui répondra à tes besoins, tu as tous les filtres, tu choisis exactement le type d'établissement, un boutique hôtel, par exemple, qui correspond vraiment aux besoins pour ce moment-là. Pour les vacances d'été, pour partir 15 jours au bord de la mer avec les enfants et éventuellement un frère, une sœur, ses propres enfants, on part à 6 ou 8. On va passer par Abritel pour trouver la belle villa avec un beau jardin, peut-être une piscine, pas trop loin de la mer, pour vraiment passer du temps, voilà, dans un cadre fixe. Et là, ce sera Abritel qui répondra le mieux à ces besoins-là. Et après, si à un autre moment, pour les vacances de printemps, par exemple, vous voulez partir avec voilà, avec la petite famille pour se faire quelques jours à Londres ou partir en Toscane, voilà, où on prend un vol, peut-être un ou deux agritourismes ou hôtels et une location de voiture, ben là, on passera peut-être plutôt par Expedia pour pouvoir
tout packager ensemble et avoir une prestation complète. Donc ouais, t'as pas de les usages le tourisme et ses usages ont augmenté de manière globale, mais t'as pas une tendance à ce niveau-là qui... Ce qui a été assez nouveau, si on prend un peu de recul, le dernier secteur parmi tout ce qu'on a évoqué sur les différents types de prestations touristiques, le dernier qui s'est digitalisé et qui a été intégré, c'est probablement la location de vacances. Mm. Les vols, on a démarré par les vols. Alors là, je C'est fais un vrai. peu de l'histoire d'Internet. Ouais, mais c'est intéressant, c'est C'est, intéressant. ça ne me rajeunit pas, mais il y a effectivement, c'est les vols qui en Mm. premier, autrefois, on passait par un agent de voyage. J'ai pas connu ça, mais oui, 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 Quand il y a eu effectivement avec Internet, ça a permis, les plateformes Internet ont permis de rendre accessible à tout un chacun ce qui était autrefois une prestation complexe à réserver. Là, ça a démocratisé l'accès au voyage. Donc ça a démarré par le vol. Après, il y a eu toute l'intégration des hébergements hôteliers Mm. et la location de voitures, la location de vacances, surtout qu'une bonne partie de l'inventaire provient de particuliers Mm. et non pas de professionnels. Donc il fallait que c'était plus complexe à intégrer. Et ça, c'était un peu le dernier étage de la fusée, ou un des derniers, le tout dernier étant probablement les activités. Des activités qui peuvent être des visites, des activités, des entrées de musées, des entrées de parcs d'attractions, mais aussi des activités plus pointues et plus locales. Et l'intégration au sein des plateformes de tout cet inventaire, qui était très morcelé, très parcellisé, je sais pas Ouais, ouais, je si on cherchais le peut mot, mais dire. ça, bon, très bien. Voilà, Ouais. le fait d'intégrer tout ça, ça c'est un peu les dernières prestations, voilà, qui sont intégrées. Après, le fait de mettre tout cela sur des plateformes et ensuite, après, comment on y accède. Alors, il y a les plateformes Internet, il y a eu tout le développement des applications mobiles de qualité, parce que c'est pas le tout d'avoir une application mobile, mais voilà, où on puisse retrouver toute la richesse et surtout euh, d'avoir un contenu personnalisable sur la dimension d'un téléphone portable, mais aussi avec la même efficacité en termes de la même fluidité de recherche qu'on aurait pu l'avoir sur une plateforme, sur un site. Et aujourd'hui aussi, comment faire en sorte, ça c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, donc c'est encore voilà, on balbutie encore, mais sur effectivement comment faire en sorte que toute cette offre-là aussi remonte ou soit découvrable, on peut dire, via les moteurs de recherche d'intelligence artificielle. Ça, c'est plutôt bien fait, hein. Je vois mon fameux gîte là, qui est à Bordeaux, mais qui n'est pas à Bordeaux. Là, l'algorithme marche bien, c'est-à-dire que je suis vraiment en périphérie de la métropole et j'arrive à tomber présent pour ceux qui cherchent à aller à Bordeaux. Donc c'est vrai que là-dessus, ça marche parfaitement bien. Donc oui, tu dis location de vacances, alors un marché émergent dans le digital. Donc là, Alors aujourd'hui, c'est déjà, c'est pas mais c'est la le location de dernier. vacances, Hmm. c'est pas nouveau en France, hein. Non. C'est très ancien par rapport à d'autres pays où, aux États-Unis, par exemple, la location de vacances, c'était quelque chose d'assez nouveau. Les gens partaient à l'hôtel, au motel, etc. Mais Ah, je ne savais il n'y avait pas pas ça. du tout une grande tradition de louer. C'est beaucoup plus récent qu'en Europe et particulièrement en France. En France, ça a commencé, j'allais dire, presque avec les congés payés. Donc là, on fait de la préhistoire du tourisme. Donc Et je... ça a commencé et ça s'est développé dans l'après-guerre, dans les années 50-60. À partir du moment où les gens commençaient, parce qu'ils avaient des semaines de congés payés, à partir, il fallait qu'ils aient des endroits où loger. Tout le monde n'allait pas à l'hôtel. Et ils ont commencé effectivement à louer des maisons, puis s'est développé toute une offre dans les lieux de villégiature, comme on disait, mais et à la montagne aussi, avec le développement des stations de ski, il y a quand même un parc immobilier locatif énorme. Ça, c'est un des grands atouts Tu me disais ça, oui. du tourisme en France, en particulier dans le tourisme de montagne, c'est qu'il y a une grande capacité d'hébergement. Et pourquoi je disais ça, c'est que oui, voilà, après toute cette offre qui était existante et que les gens, enfin voilà, j'allais dire, il y avait déjà aussi un usage et une habitude à louer pour ces vacances. La digitalisation
et de le rendre accessible via des plateformes de réservation. Et comme je le disais tout à l'heure, surtout pour les logements qui proviennent d'hébergeurs privés, individuels, de propriétaires individuels, ça c'était nouveau. Les résidences secondaires, c'était pas, enfin les résidences vacances, etc., ça existait déjà. Le fait d'avoir des enfin, des hébergements provenant de propriétaires particuliers, ça c'était la nouveauté au cours des dernières années. Et puis tu vois, alors c'est marrant, on parlait tout à l'heure de ça au déjeuner, où on s'est peut-être rencontrés dans une vie antérieure, à l'époque de l'UNPLV, donc Qui moi, existe qui toujours. existe toujours, effectivement. Donc moi, à l'époque, je travaillais enfin, avec les vacances sur ce sujet-là, et je m'en souviens, alors c'était donc, on en parlait tout à l'heure aussi à déjeuner, Grégory Sion, qui était chez Abritel, et on discutait à l'époque que les vacances étaient dans le même sujet, hein, Gîtes de France, pareil. Ouais. Donc je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein. Où toute la bagarre, c'était, comme tu dis, avoir un calendrier en ligne et de réserver en ligne et de mettre ta carte bleue. On parle de ça aujourd'hui. Et encore que toutes les offres ne sont pas réservables en ligne aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le propriétaire voulait absolument voir la tête de la personne qu'il avait en face, éventuellement, ça on peut pas trop le dire, mais on déclarait qu'une petite partie. Il y a toute une bagarre là depuis 8 9 ans sur l'ultra-digitalisation de toute cette offre fragmentée, parce que comme tu dis, c'était Madame Michu qui avait aussi son appartement à la montagne et qui le louait quand elle n'y était pas, quoi. Donc c'est un boulot que vous avez fait. En fait, il y a eu, enfin, beaucoup mieux encadré aujourd'hui, mais encadré dans le bon sens du Ah terme, oui, au je suis sens d'accord. où Ouais, ouais. ça apporte plus de protection pour le propriétaire et pour le vacancier aussi. Donc tout ce qui a été développé pour, bah, pour donner, comment dire, pour rassurer le propriétaire sur qui va venir dans son logement, tous les systèmes Mm. d'évaluation qui sont mis en place et qui sont des critères très forts en termes de crédibilité et de réassurance pour les deux parties. En fait, ça, ce sont des choses qui ont permis de lever certains Mm. obstacles peut-être qui existaient auparavant pour des néophytes dans l'activité. Mais il y a aussi tous les systèmes de paiement qui sont quand même qui se sont développés et qui permettent simplement aussi d'éviter des paiements dans la nature, par chèque, etc. Et des plateformes après comme Retail par exemple, qui proposent aussi des garanties. Donc ça, c'est plus pour le vacancier aussi, des garanties pour, en cas de pépin, en cas d'annulation de la part du propriétaire, en cas de non-restitution d'une caution pour un motif discutable, ou en cas de, si jamais, j'en sais rien, la piscine, on a réservé une maison avec une piscine pendant l'été, la piscine est hors d'usage, voilà, où il y a un dysfonctionnement majeur. Donc voilà, ces garanties-là permettent de reloger les vacanciers. Tout ça, c'est tout comment dire, j'allais dire, tout ce qui est mis en place autour de. C'est pas seulement montrer une annonce et laisser les gens se débrouiller entre eux, c'est justement encadrer pour plus de Mm. sécurité du paiement et aussi pour le propriétaire voilà, de s'assurer qu'il a pour faire rencontrer l'offre et la demande, mais de façon euh, sécurisée et plus et rassurante. Bah, c'est vrai que vous avez démocratisé le marché totalement en le rendant plus accessible, plus facile. Mais c'est vrai que par contre, quand tu veux le faire toi-même, toi, moi au début, je voulais aussi me passer des OTA pour promouvoir mes locations de vacances. Bah, ça devient beaucoup plus dur. Vous avez tellement démocratisé l'accès au marché avec tous les services que tu mentionnes que maintenant les gens sont tellement habitués à passer par les OTA, mais à juste titre, hein, que c'est dur de faire de la location à titre individuel. Je voulais qu'on parle des tendances de l'année. Alors, vous avez sorti une étude, tendances de l'année, sur les grandes tendances de voyage. On parlera de set-jetting, on parlera de retour à la ferme, on parlera de résidence multi-hôtelier, de séjour multi-hôtelier aussi. Je trouvais ça hyper intéressant. Si on commence du macro jusqu'au micro, donc vous avez fait une étude, ou extrait une étude, tu me raconteras, où vous avez fait une sorte de top 10 des nouvelles tendances, des nouvelles régions émergentes, des nouveaux pays émergents. Je sais pas comment tu l'as nommé avec précision. Alors en fait, oui, c'est ce qu'on a nommé les Les destinations de l'année. destinations, ben oui, bien évidemment, je cherche En le fait, mot. donc c'est ambitieux parce que c'est à l'échelle du monde entier. Et cette étude dont tu parles, en fait, c'est une combinaison de plusieurs choses. On a
on a quand même j'allais dire des millions, voire des milliards de data par nos plateformes. Donc, on peut analyser toutes sortes de phénomènes sur la base de nos données internes. Et on complète ces données aussi, on les confronte aussi à une étude externe que l'on réalise dans une vingtaine de pays, près de dizaines de milliers de voyageurs, pour essayer aussi de confirmer des tendances émergentes ou des hypothèses qui proviennent de nos données, ou à contrario aussi identifier des tendances via cette étude externe et voir comment ça se traduit dans nos données. Et ça nous permet effectivement, on a identifié 6 ou 7 tendances pour l'année. Et pour ce qui est des destinations de l'année 2026, on a regardé où dans le monde, quelles étaient les destinations quand je dis émergentes, toutes ne sont pas totalement inconnues, mais c'est à l'échelle mondiale. Donc, ce qui est plus connu pour un voyageur français l'est peut-être beaucoup moins pour un voyageur américain ou japonais. Euh, et, euh, et donc, on a regardé donc, quelles étaient les destinations qui avaient le vent en poupe et que l'on pense être des destinations qui vont avoir un succès certain en 2026. Donc c'est incroyable parce qu'on m'a dit, hein, pour mes clients agences de voyage, notez parce que ça peut être intéressant d'ouvrir des nouveaux secteurs. Et on a aussi beaucoup d'offices de tourisme européens, mais surtout français. On va parler un peu de France après, tout à l'heure. Oui, Il y en a une émergente dans le top 5 d'ailleurs. oui, tout à fait. Et on verra, peut-être que tu n'auras pas toutes les réponses, mais comment on arrive à être une destination émergente. Donc dans les top 5, tu as Big Sky au Montana. Oui, c'est une destination Je de connaissais pas du montagne. tout. Ouais. C'est une destination de montagne, une station. Il y a une station de ski aussi, mais c'est une destination qui est une de celles qui connaît le plus de succès actuellement aux Plus États-Unis. 92%, donc c'est pas anodin, hein, c'est quand Non, même. non. Et d'ailleurs, bah, tu me dis, je connaissais pas, tu vois, Big Sky, donc bon, en même temps, j'aurais pu deviner. Et Savoie, donc Big Sky premier et Savoie cinquième. La Savoie, c'est la destination française qui figure Incroyable. effectivement parmi toutes ces destinations émergentes. Enfin, Pourtant, émergentes, là encore, c'est des destinations dont on prédit un succès encore plus important l'année prochaine. plus Enfin, cette année 53%, quoi, déjà, quand même. on est Oui, déjà on est en déjà en 2026. 2026. Bonne année, on sait pas si c'est bonne année. Merci. Et oui, parce que tu vois, nous, d'un point de vue franco-français, la Savoie est déjà une destination pour nous, Établi, bien exactement, sûr. mais au niveau mondial, en fait, comment dire, le gap est encore hyper important. Mais c'est une destination, alors, c'est une destination effectivement phare, j'allais dire, pour notamment les amateurs, enfin très connus des amateurs de montagne et des amateurs de ski. Ça va quand même bien au-delà des, euh, des vacanciers français, parce qu'en Europe, il y a quand même des notamment l'hiver, et pas que l'hiver, mais il y a quand même énormément de vacanciers européens qui viennent quand ils recherchent de la montagne. Il y a d'autres endroits, il y a d'autres très belles montagnes. Tu peux Les te Alpes fâcher sont avec très les grandes, il autres, y en hein, mais a oui, en voilà, on s'en Autriche, en fiche. Italie aussi, dans le nord de l'Italie, très belles montagnes. Bah oui, Mais forcément. c'est quand même le plus grand domaine skiable du monde qui se trouve dans les Alpes françaises. Et il y a des connexions, il y a même on a quand même des TGV, enfin des Eurostar ou des TGV qui partent de Londres en saison et qui viennent jusqu'à Bourg-Saint-Maurice pour aller skier. Donc il y a quand même les Anglais qui sont des grands voyageurs, mais qui n'ont pas vraiment de station de ski. Quand ils veulent skier, ils viennent principalement en France. Vous avez beaucoup d'Allemands qui viennent aussi, beaucoup d'Italiens aussi qui passent la frontière. Et, euh, et de plus en plus, et ça c'est quelque chose qu'on a observé l'année dernière et qui se confirme encore cette année, de plus en plus d'Américains qui viennent skier en France. Il faut savoir, petite parenthèse, mais que le prix des forfaits, des remontées mécaniques, quand en France, dans les Alpes françaises, c'est autour de, allez, en fonction des stations, ça peut être 50 euros la journée. Dans les stations les plus huppées ou les plus prisées, les plus grands domaines, on peut monter à 70 euros, 70, 80 euros en très très haute saison. Aux États-Unis, on est plutôt sur du
250 € en moyenne par jour, si ce n'est 300 à 350 € ou dollars dans les stations les plus renommées. Donc, si vous faites le calcul en 3 jours de remontée mécanique, vous avez sorti quasiment près de 1000 € rien que pour 3 jours de Et pour ski. une personne, Et ouais, à ce ouais. prix-là, vous pouvez largement vous payer un billet d'avion pour venir skier en Europe et dans les plus beaux domaines skiables du monde. Donc, il y a aussi le succès de la Savoie est aussi tiré par l'attrait qu'elle constitue pour tous les voyageurs européens et internationaux en général. Tu vois, ça me fait penser à deux choses. Tu vois, on a beaucoup, nous, de destinations dans leur brief, quand elles nous demandent de faire des campagnes, etc. On veut accueillir tel type de cible étrangère. Mais parfois, tu sens que c'est à une échelle politique beaucoup plus grande. C'est-à-dire que si tu n'as pas les infrastructures, les aéroports, les gares, les autoroutes pour faire venir jusqu'à toi, c'est pas une petite campagne média qui va te changer Qui le. changera la donne, non, c'est certain. Exactement. Après, les Alpes françaises, et notamment la Savoie, la Haute-Savoie également, l'Isère, les Hautes-Alpes, voilà, vraiment toute la. C'est des clients en plus, donc Pour tu peux les skier, citer. ah ben, je n'ai pas fait exprès, mais euh, c'est un tourisme qui est quand même très structuré. Il y a une offre réceptive d'hébergement qui est très importante, qui est très dense, qui est diversifiée. Il y a des moyens d'accès, enfin, il y a beaucoup d'infrastructures c'est pas récent, mais c'est, c'est- c'est un, comment dire, un enjeu aussi économique très important pour la région. Et il y a beaucoup d'investissements, mais d'investissements humains, financiers aussi, de la part des institutions locales, enfin des pouvoirs publics. C'est un domaine important. Et je pense que c'est la combinaison de tous ces facteurs. Il y a l'aspect communication aussi qui est important, mais il y a cet investissement continu qui contribue au succès. Et plus loin que ça encore, c'est l'aspect durabilité aussi. On Ah. sait que le- alors, il y a deux sujets que je pourrais, si on peut parler encore un peu de la Ah non, Savoie. mais on parle autant que tu veux de la Savoie. Alors, voilà, non, je pense qu'il y a deux sujets. Déjà, je pense que euh, les pratiques, si on regarde la saison hivernale, je sais que les vacances à la montagne, c'est pas que l'hiver, c'est aussi l'été. Il y a tout l'aspect nature, randonnée, qui est quelque chose qui a de plus en plus de succès. On pourra Mais ta l'évoquer saison quand se on fait quand même parlera l'hiver. du slow. Mais pour l'aspect, voilà, la haute saison, ça reste quand même la saison hivernale. Mais la saison hivernale, en dehors des vacances de Noël et des vacances d'hiver, dites des vacances de février, euh, il faut aussi arriver à- comment dire, à bien remplir les autres mois, c'est-à-dire le début décembre, le mois de janvier, le mois de mars, qui sont, voilà, qui en général présentent des conditions excellentes pour skier, mais il faut aussi faire venir des gens. Et il y a tout un effort de fait par les stations, notamment, pour essayer de capter toute une clientèle qui peut se permettre, qui n'est pas forcément dépendante des vacances scolaires. Donc, on peut penser notamment à des jeunes ou des personnes sans enfants euh, et mais qui ont aussi des attentes spécifiques. On vient de sortir une étude sur un guide de vacances au ski. C'était au nom d'Abritel. Mais on a aussi posé des questions à des voyageurs pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils attendaient vraiment des vacances au ski. Et ben, c'est pas uniquement de dérouler des kilomètres de piste. Oui, on vient aussi pour skier, mais on n'est plus dans le tout ski absolument et on recherche à diversifier les activités, euh, voire vivre des expériences qui ne sont pas uniquement sportives. Alors oui, on vient pour pratiquer du ski, mais de plus en plus, on cherche à avoir d'autres pratiques sportives, voire des activités de bien-être. Tout ce qui est spa, et puis parfois, ben, une journée, on va pas skier, on va faire une balade en raquette ou on va se faire plaisir dans un bain chaud ou un spa pour une demi-journée plutôt que d'aller skier. Et aussi
tout ce qui est autour des activités culturelles. Et ça, c'est notamment vrai hors période Dans les scolaire. stations aussi, ça? Dans les stations, il y a beaucoup de concerts qui sont organisés, Ah oui. de festivals de musique, de festivals de cinéma, même des conférences aussi sur des sujets qui ont trait à la montagne ou complètement à autre chose, que ce soit culturel ou de la culture populaire aussi. Mais il y a, et ça dans toutes les stations, y compris et peut-être surtout dans les grandes stations très réputées pour l'aspect sportif. Donc cette diversification plaît notamment beaucoup à toute la génération, la Gen Z, et aussi aux millennials, donc disons les plus jeunes. Et c'est tout le mérite qu'on peut reconnaître aux stations et aux acteurs de l'économie touristique d'anticiper ces changements en termes d'attente et de diversifier tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent Non, mais aussi et j'aime ça bien ce que tu évolue. dis. Parce que c'est vrai que historiquement, les stations ont une petite longueur d'avance dans la professionnalisation, mais parce qu'aussi, ils ont eu une manne touristique avec la neige qui commence L'or à. blanc, oui. Donc forcément, là, on voit bien que ça commence à être peut-être de plus en plus rare. En tout cas, plus tu descends en altitude. C'est Donc, parfois plus incertain, en ou tout plus cas. Voilà, on ne incertain, peut pas exactement. toujours compter dessus ou Et, pas toujours dans les conditions optimales. et donc, du coup, ils ont voulu élargir les saisons en créant de l'activité et pas juste en espérant que les gens viennent parce qu'on leur disait que c'était intéressant. Je fais ce petit parallèle-là parce que nous, à l'inverse, on a beaucoup aussi de destinations balnéaires, pareil, hein, qui aimeraient, une fois que c'est rempli à 100%, tu peux plus faire du 110. Donc, qui aimeraient élargir les saisons. Mais sans forcément, tu vois, la station balnéaire en hiver, effectivement, si t'as pas un peu d'événementiel, t'as pas envie. C'est pas la même expérience là aussi. Enfin, il faut, il faut, euh, j'allais dire vendre du rêve, mais non, rendre un rêve accessible, Mais un petit rêve quand c'est-à-dire même. leur faire comprendre aussi, enfin donner une autre image peut-être de sa destination aux voyageurs. Il est certain que si on part en hiver, mais même sur la Côte d'Azur, on n'y va pas pour se baigner. Alors oui, on peut faire le bain du Nouvel An, c'est sympa, mais on ne va pas passer ses journées à la plage, même s'il fait très beau, ou se baigner dans de l'eau à 14 degrés toute la journée. Donc il faut aussi promouvoir tout ce qu'il y a autour. Et c'est là tout l'enjeu, je pense, pour les destinations elles-mêmes. Faire connaître que les voyageurs ne se disent pas forcément ah, il faut que j'aille à l'autre bout du monde cet hiver, alors que mais faut leur dire ben voilà, si vous restez même en France, voilà ce que vous pourrez trouver. Voilà, voilà des centres Mm. d'intérêt, des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Ben, l'été sur la côte, l'hiver sur la Côte d'Azur, ou ça peut être ailleurs, c'est aussi ça. Mais c'est rigolo, parce que, on bosse aussi avec alors la Côte d'Azur, mais la région Provence, Provence, oui. sur leur TikTok, et on essaye de faire ça justement. Effectivement, que l'été, on ne montre pas le balnéaire, mais l'arrière-pays, et inversement. Mais c'est vrai que parfois, l'hiver, tu n'as rien à montrer, mais parce que c'est peut-être pas qu'une histoire de com, c'est aussi une question politique de créer de l'événement pour trouver l'excuse pour remplir tes hébergements et tes activités. C'est vrai que si tu n'as pas cette offre événementielle-là, comme tu dis, des conférences, des concerts, c'est dur de faire venir la Il masse, faut quoi. créer, oui, et puis montrer aussi qu'on découvre différemment. Si des lieux sont ouverts pendant Il le, y a ça aussi, oui. pendant l'hiver, si les lieux sont ouverts, il y a aussi, c'est peut-être aussi une façon de s'imprégner aussi de la culture locale différemment. Mm. Non, c'est vrai, tu as raison. Mais il faut le faire ressortir. Si on ne le montre pas, tout le monde ne va pas y penser Mm. spontanément. Ah oui, évidemment. Et on est tous dans nos clichés touristiques de ce qui préexiste déjà dans nos imaginaires, hein. J'aime bien parce que dans le top 5, donc donc de ce que je vois, hein, tu me diras, hein, donc Montana, Big Sky, Okinawa, donc au Japon, mais qui est pas à Tokyo, qui est pas le cliché. C'est pas Tokyo, Osaka, Kyoto, Voilà, effectivement. exactement. C'est La Sardaigne, alors là, bon, je me dis non, ça, pour un Français, ça me paraissait déjà très très connu. Alors, je vais dire, Fukuoka, c'est Phuket. Vietnam, Thaïlande? Phuket, Vietnam, je c'est crois. au Vietnam. Vietnam, C'est au large des côtes du Cambodge, mais c'est une île qui appartient, qui fait partie enfin, qui appartient au Vietnam et qui est une très belle destination, qui est moins connue Ouais. là aussi que les Phuket en Thaïlande, par exemple, et qui est une destination voilà, un peu plus, qui est émergente, mais qui est un peu plus confidentielle que d'autres destinations, d'autres îles d'Asie du Sud-Est. Et donc la Savoie juste après. Et ma question, c'est, donc on voit que c'est
Donc Sardaigne, Okinawa, dans mon esprit français, ça me paraissait déjà touristique, mais on n'est pas sur entre guillemets, le top 14 ou la Ligue 1. Pourquoi c'est dû à ça? Est-ce que, bon, entre guillemets, il y a déjà du surtourisme dans les endroits cités, donc forcément, on est sur un second cercle, ou c'est juste, selon toi, que les gens veulent s'intéresser autrement, justement, à des destinations moins connues? On veut pas faire du tourisme. Tu vois un fil conducteur à ça ou pas forcément? Je pense que c'est pour une majorité des destinations dans cette liste de 10 destinations de l'année, pour une majorité, ce sont des destinations aussi qui répondent à un certain nombre de critères aussi en termes de Hmm. durabilité, d'efforts pour justement peut-être réguler le surtourisme en haute saison et d'élargir la saison touristique euh, sur les ailes de saison pour essayer de mieux rééquilibrer sur l'année, et ce qui profite aussi aux populations locales, pas seulement pendant 2 Évidemment. mois, mais pendant tout le reste de l'année, et qui intègre dans l'écosystème touristique aussi les populations locales et les acteurs économiques et enfin, touristiques locaux. Euh, et la plupart de ces destinations ont fait répondre à ces critères-là. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on anticipe un succès important, et notamment sur tout le travail d'élargissement des saisons touristiques pour un peu désaisonnaliser, comme on dit. Euh, et ça, et après, alors, pour le cas de Fukuoka, c'est particulier. Ce sont des destinations dans des zones, parce qu'il faut penser à l'échelle mondiale. L'Asie du Sud-Est, tous les voyageurs français ne partent pas en Asie du Sud-Est, mais c'est une destination quand on part à l'étranger, quand on prend un vol long courrier, quand on part loin, c'est intéressant, mais tout le monde ne va pas non plus dans toutes les Hmm. micro-îles, je veux dire, d'Asie du Sud-Est. C'est réservé quand même, enfin, c'est pas réservé, on parle d'un certain profil de voyageurs. Mais il y a beaucoup de voyageurs d'autres pays, notamment qui vont très fréquemment en Asie du Sud-Est, ce qui est l'équivalent de la Méditerranée pour des Français ou des Anglais. L'Asie du Sud-Est, c'est l'équivalent pour des voyageurs Hmm. australiens ou japonais ou chinois aussi. Donc, il faut regarder ça avec un peu plus de perspective. Mais Fukuoka, en l'occurrence, pour cette destination-là, ça reste encore un peu plus euh, confidentiel, ou en tout cas plus... c'est voilà, c'est une autre vision un peu plus hors des sentiers battus pour l'Asie du Sud-Est. Et donc, je ne sais pas si on doit dérouler toute Non, la mais tu peux, liste, tu peux. mais il y a aussi une destination, alors l'Australie, qui est très prisée, notamment par les touristes asiatiques, mais aussi européens. Au sein de cette destination, on a identifié la destination de Hobart, qui est la capitale de la Tasmanie. Donc, une île, pour ceux qui ne savent pas, une île Merci, ce au que je savais. sud de cette immense île qu'est l'Australie, mais ça fait partie d'Australie, et qui est un peu une destination dans la destination. Il y a un engouement là aussi parce que c'est des paysages uniques, c'est pas très peuplé, et c'est très préservé comme environnement, et c'est ça l'attrait d'une grande ville culturellement très dynamique, tout en étant dans un cadre naturel absolument splendide et préservé. Et là, on se dit que pour les personnes qui vont aller en Australie cette année, on s'attend à un phénomène sur Hobart, sur cette destination-là. Donc là, on a plutôt intérêt, quand on est une agence de voyage, d'avoir ça dans son catalogue, quoi. Parce que les gens, c'est pas forcément qu'ils le demandent, mais dès que tu le proposes, il y a un engouement. Alors, je pense que pour les destinations lointaines, c'est intéressant de garder ça en tête pour disons, une clientèle qui a déjà Hmm. été dans cette zone-là, pour leur proposer une alternative un peu plus, quelque chose de nouveau, euh, plus préservé ou plus inattendu. Je pense que c'est pour enrichir des personnes qui sont déjà allées, qui ont déjà fait le voyage avec les essentiels du Japon.
c'est peut-être bien de leur proposer, oui, vous pourrez retourner à Tokyo parce qu'il y a toujours des milliards de choses à faire et à voir ou revoir à Tokyo, mais au lieu de retourner voir les mêmes villes, faites une extension de 4 jours à Okinawa. C'est une vision complètement différente du Japon, puisque c'est un peu les tropiques du Japon, donc c'est probablement plus inattendu pour les voyageurs. Donc je pense que effectivement, les agents de voyage devraient garder ça Mm, mm. dans leur tête, notamment pour les destinations plus lointaines. Oui. Et alors, j'extrapole, je sais pas, mais tu vois, on parle de durable. Donc, on voit bien dans le classement là où on essaye d'aller vers des destinations un peu plus intimes, un peu plus inattendues. Mais le jour où on aura aussi rempli celle-ci, donc il y aura une troisième ligne. Tu vois, je me dis souvent, même nous, et puis en disant ça, je me parle à tout seul, hein, en disant, on essaye nous de valoriser toujours tu vois, on est à Bordeaux, bassin d'Arcachon, là, puis là, on dit aux gens d'aller à côté. Et quand ils seront tous allés à côté, tu vois, on a un tel engouement du tourisme en général que est-ce qu'on va pas remplir chaque chose et le durable, on ira toujours vers des cercles toujours un peu plus grands, mais qu'on remplira au fur et à mesure du temps. Il peut y avoir des mouvements. Après, je pense que de, de même, enfin, je suis pas prophète, je Et sais moi non plus, pas ah oui, ce qui va se passer, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que il y a aussi voilà, quand une destination est perçue par des gens qui y vont régulièrement comme peut-être trop touristique, ils vont aller chercher Mm. effectivement, ces gens-là vont chercher ailleurs. Mais après, tout dépend aussi de ce qu'on recherche. Peut-être que la façon de voyager, elle évolue et elle peut encore évoluer. Par exemple, le luxe peut être parfois de ne pas toujours être les pieds dans le sable, même si c'est très agréable, mais les pieds dans le sable en première ligne face à l'océan, si on est voilà, en Gironde. Mais ça peut être aussi d'avoir un calme absolu dans la campagne, et le luxe peut être aussi d'avoir du temps, de l'espace et du calme plutôt que d'être à un endroit précis avec la mer. Comment dire, les attentes peuvent évoluer. Bah ça d'ailleurs, on en reparlera presque, c'est un peu micro, mais je voyais sur ton étude sur Abritel, les vacances, vous appelez ça les vacances à la page, en totale augmentation, où les gens veulent lire et rien faire, et Alors, ça m'a presque étonné. oui, il y a vraiment, alors ça s'inscrit un peu dans la dimension, je pense, du slow Mm. travel. C'est un aspect où effectivement on a noté plusieurs indicateurs, notamment, alors, déjà grâce à une étude externe qui nous indiquait que c'était, je pense, près de 80, plus de 80% des personnes interrogées euh, disaient rechercher de leur séjour en location de vacances l'occasion de se Mm. détendre et de pouvoir notamment voilà, se détendre, déconnecter et lire. Et il y C'était ça, je avait voyais ça. cet aspect effectivement sur la lecture qui était important. Alors ça pourrait paraître contre-intuitif, mais Oui. c'était notamment très présent chez les plus jeunes. Et, euh, et en fait, on a fait une veille aussi un peu sur les réseaux sociaux pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait autour de ça. Et sur les réseaux sociaux, il y a notamment, alors là encore, c'est une tendance au niveau mondial. Il y a peut-être des nuances au niveau national d'un pays à l'autre, mais globalement, c'est quand même ce qui ressortait. Et il y avait une explosion de certains hashtags, euh, notamment sur TikTok, sur tout ce qui était autour des clubs de lecture, Oui. et beaucoup de choses tirées aussi par des auteurs à succès qui viennent des phénomènes, notamment près des jeunes générations, des phénomènes, et où il y a tout un engouement, où on lit aussi un peu comme des séries de livres, et il y a des espèces il y a un réel engouement pour la lecture et qui s'exprime par, en tout cas, une croissance très forte de la popularité d'un certain nombre de hashtags liés euh, À à la la li- lecture, et aussi sur on a
on a, comment dire, j'ai utilisé un mot en anglais, mais screené, mais on a en gros passé en revue les appréciations et les commentaires laissés par les vacanciers sur Abritel après leur séjour, enfin sur Abritel et Vrbo en général. Et on a eu un triplement en un an, un triplement des mentions liées à la lecture et la littérature. Terrasse propice à passer une heure à bouquiner. J'ai pu, dans cette maison avec vue, j'ai pu terminer un bouquin ou me plonger dans les bouquins que j'avais sous le coude, que je n'avais pas encore lus. J'ai profité des vacances reposantes à pouvoir lire, etc. Un triplement de toutes les mentions d'une année sur l'autre, de toutes les mentions liées à la lecture au sein de leurs vacances, leur maison de vacances. C'est énorme, hein. Et en plus, tu dis que donc population encore. Et en plus, donc moi, tu me dis ça bêtement, je me dis que c'est une population un peu plus âgée qui a l'habitude de lire, mais en fait, pas du tout. Et est-ce que tu penses que ça a un petit rapprochement avec la tendance du set-jetting où c'est à la mode de lire, où on a un super influenceur qui se met à lire, donc on veut se mettre à lire? Ou tu penses, c'est peut-être les deux d'ailleurs, tu me diras, ou est-ce que tu penses que ça vient un peu plus de la tendance où, en fait, c'est peut-être cliché ce que je dis, mais surtout les jeunes sont ultra connectés, on en tous un peu ras-le-bol des réseaux et de se dire, moi les vacances, je vais essayer de me faire mon dry January Euh, des écrans en vacances. alors, je ne m'étais pas posé la question comme ça, mais je pense qu'il y a, il y a deux choses dans ce que tu dis. Euh, je pense qu'il y a une volonté globale, et y compris chez les jeunes, d'apprendre à se séparer des écrans Mm. par moment. Ou en tout cas, c'est presque une expérience en soi de se Oui, sevrer des oui. écrans par moment et de se rendre compte aussi des bénéfices de faire les choses dans la vraie vie c'est un peu dur peut-être au début et puis finalement après on se rend compte qu'on fait des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé et les jeunes sont aussi très concernés par tout ce qui est question de santé mentale, Mm. etc. Euh, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience que euh, bah, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, mais on peut imaginer qu'il y a quand même aussi une prise de conscience de, de- de- qu'un sevrage, comme tu dis, par moment, mais un sevrage, il y a un côté culpabilisant. J'aime pas trop le mot, Oui, mais qui est peut-être mais pas faux. que par moment, le fait de décrocher, de se reconnecter en vrai, ça apporte des bénéfices. Et comme je pense que c'est une génération qui est très sensible aux enjeux de santé mentale, et à juste titre, ils peuvent aussi être conscients du bénéfice qu'ils ont à savoir faire une pause de temps en temps. Et pour la lecture, je pense qu'effectivement, je n'avais pas fait de rapprochement avec le set-jetting, mais il y a probablement un peu de ça, où on aurait pu pouvoir dire, ah, les jeunes générations ne lisent plus comme avant, etc. Déjà, ce n'est pas nécessairement vrai. Après, ils ne lisent pas forcément les mêmes choses, ou ils ne rentrent pas dans la lecture toujours de la même Mm. façon que via des classiques imposés. Et, euh, et effectivement, il y a aussi oui, il y a des succès qui deviennent aussi très viraux sur les Sur les réseaux réseaux? sociaux, mais qui poussent les gens ensuite à passer de l'écran Exactement. Mm. au livre qu'on a entre les mains. Et il y a des véritables communautés qui se sont créées, notamment suite au confinement, qui se sont créées autour, où les gens avaient du temps, voilà, plus que ça même, à passer. Et il y a des véritables communautés autour d'auteurs en particulier. Et c'est devenu aussi une activité de vacances en soi. Et puis au-delà de la jeune génération, pour tout le monde, à un moment de se poser, rien faire, c'est un luxe aussi. Enfin, rien faire, lire, ce n'est pas rien faire, mais Mais tu as raison, parce que même quand je reprenais l'étude, donc tu vois, on parle de slow tourisme, de slow travel, et souvent on imagine balade en vélo, balade en rando, etc. Donc effectivement, dans l'étude, alors j'ai pas les chiffres, je les ai là, mais j'arrive pas à les lire en même temps que je te parle. Donc tu avais dans le slow travel cette envie de se reconnecter et les randos, mais de mémoire, ça devait être 70%. dans les vacances ça, je pense que c'était Les sur le vacances à la succès des ferme, vacances à la ferme. t'as raison. Ah oui, c'est plus haut, ma Ouais, stat. oui, oui, c'est une des activités. Enfin, Mais qui est moins prégnante que les vacances, ça presque à ne rien faire et à lire.
Tu vois, c'est presque, Alors, c'était pas forcément c'est pas corrélé. les questions n'étaient pas Ok. forcément libellées, donc je pense pas, Donc il y a peut-être pas il que faut tout. pas Ouais. prendre, Bon, je vois peut-être une corrélation où il peut-être y en pas a pas. Ok. Oui, oui, voilà, t'as peut-être raison. pas les comparer précisément, Ta mais en vacances fait, à la c'est dans ferme. ouais. Oui, c'est ça. Mais non, mais regarde, donc 91% des personnes sur les vacances à la page, la lecture et ne rien faire, et à la ferme, c'était 84. Donc même on a un retour de je veux profiter dans un beau cadre, mais ne rien faire et lire et hors dehors Se de l'écran, quoi. C'est se déconnecter, Ouais, mais c'est ouais, ouais. aussi, changer de rythme, en Mm. fait. Et ça, c'est alors, moi, je pense que c'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années et clairement, on a vu une rupture, avec la crise Covid, les confinements. Il faut se souvenir que le retour à la normale s'est fait quand même Mm. progressivement. Les vacances, on ne pouvait pas partir pendant un moment, pas plus de 80 kilomètres C'est de vrai, chez soi. On a oublié peut-être. oui, 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 t'as raison. Ensuite, il était très fortement déconseillé de partir à l'étranger. Il fallait éviter les zones trop denses, trop de gens. Et ça s'est quand même étalé sur 2 ans. Et Ouais. le retour à la normale au monde d'avant, entre guillemets, s'est effectué quand même sur au moins 4 ans. Mm. Donc ça a quand même profondément bouleversé. euh, et beaucoup de gens, par contrainte ou par curiosité, beaucoup plus de gens se sont mis à partir en vacances, notamment dans les zones rurales, Mm. à la campagne, dans la nature, pour des raisons de distanciation sociale, parce qu'on ne pouvait pas aller ailleurs, enfin voilà, pour plein de raisons. Et on a découvert que bah, ça apportait quelque chose, c'était une expérience en soi, ça apportait un moment après toutes ces périodes un peu anxiogènes, ça apportait un peu un- une paix intérieure, un repos, et puis changer de rythme, voilà, surtout pour les gens qui vivent voilà, dans les grandes villes. Euh, les vacances, c'est aussi Mm. fait pour se reposer, c'est fait pour voilà, faire plein de choses nouvelles, du sport, vivre des expériences multiples, mais c'est aussi fait pour changer de rythme, se retrouver, prendre le temps et étirer le temps. Et je pense que ça, c'est un peu la trame de fond qui explique aussi cette, ce succès du slow travel. Et les vacances à la ferme, en fait, c'est ce qu'on anticipe. On a noté aussi que, notamment pour toutes les personnes qui partent, qui font des séjours dans des zones rurales, donc nous, on a vu une montée Ouais, en ouais, c'était flèche énorme le nombre de recherches. Ouais. des séjours dans des zones rurales, et ça se confirme encore et encore, encore cet été. C'est vraiment les zones qui connaissent la plus forte Mm. augmentation, en France, par exemple. Ouais, là dans l'étude, exactement, le chiffre, enfin, l'étude disait 300% de hausse de recherche de vacances liées à la ferme, donc c'est pas Et puis anodin. Mm. dans les commentaires que les gens laissent, ils mentionnent aussi ils partent à la campagne, mais ils vont mentionner beaucoup d'activités en lien avec les Ouais. fermes, qui Mm. séjournent dans une ferme ou une ferme restaurée ou qui séjournent à Mm. proximité d'une ferme. Ça veut dire que, ben, surtout quand si on part avec des enfants, des petits citadins, voilà, euh, Ça me parle, ça me parle. bah, ils peuvent, des choses toutes bêtes. Je pense qu'il y a aussi une quête peut-être d'authenticité, de simplicité. Parmi les activités, il y a aussi, parmi les attentes de ces vacanciers-là, il y a aussi le fait d'avoir des interactions avec des animaux. Enfin, le fait d'aller caresser un âne, ramasser des œufs, observer des oiseaux, des choses qui peuvent paraître simples, mais qui finalement, des gamins qui ont grandi dans la ville, n'ont pas eu beaucoup Eh, d'occasions à part voir le chat de la voisine ou leur chien non mais t'as raison. voilà. C'est vrai que l'étude disait que aller nourrir les animaux et cueillir des fruits. Oui, Et c'est vrai, tu te dis, mais on crée. Bon, je travaille dans le tourisme, hein, mais on se met à créer des expériences qui étaient des façons de vivre il y a encore quelques temps, je quoi. sais pas Mais si on crée des expériences, c'est ce que les gens peuvent découvrir sur place et euh, c'est peut-être aussi des choses qu'on a oubliées parce mm, que, voilà, des gens qui ont 50, 60 ans aujourd'hui ont peut-être eu des grands-parents qui habitaient à la campagne, qui étaient à la ferme. Les gamins de 10 ans d'aujourd'hui
Probablement pas. Oui, c'est les gamins d'aujourd'hui sont une des premières générations où il y a moins ce terroir où et encore moi quand Quasiment j'étais gars, plus. mais non, plus. Ou alors, soit ils habitent en milieu rural, ça c'est possible, mais en tout cas de lien avec la ferme, ce qui était le commun des Français il y a, ou en tout cas qui n'était pas très loin il y a encore 40 ans, c'est pas le cas du tout aujourd'hui. Ouais, ouais. Et c'est pas, effectivement, aller ramasser des œufs, bah, tout le monde. Alors, pour la petite anecdote, et je dis ça très gentiment. Moi, j'ai une collègue aux États-Unis où le phénomène aussi se vérifie. Donc, je pense T'as la même qu'il y a chose? un OK, aspect OK. générationnel. Oui, oui, tout à fait. Enfin, c'est vraiment un phénomène qu'on observe un peu partout. Et elle avait récemment séjourné dans une ferme reconvertie où il y avait des activités agricoles à proximité. Et elle m'a dit, alors, c'est une personne qui vit dans une grande ville, voilà, et qui m'a dit, j'ai cueilli une pomme pour la première fois. Alors, honnêtement, sur le moment, ça m'a fait sourire. Mais en fait, ça va pas de soi pour plein de gens qui Non, ont mais grandi dans oui, les villes. Il y a pas, on n'a pas tous un pommier dans mais oui. son jardin quand on habite dans Ouais. un immeuble, aussi joli soit-il. Il n'y a pas Mmh. forcément. Donc, alors effectivement, ça prête à sourire, mais je pense que c'est une réalité pour beaucoup de gens sans en faire une expérience organisée. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu ce contact avec la nature et il y a une réelle volonté, je pense, de retrouver un petit peu de Mais tu as totalement cette raison, c'est vrai que ça possibilité. prête à sourire, mais c'est d'une réalité implacable. Et si on veut faire un peu de marketing de tout ça, tu vois, moi j'ai des clients sur le bassin d'Arcachon, c'est une idée géniale, hein. Elle a réuni les ostréiculteurs en disant, mais en fait, plutôt que de faire une dégustation dans votre cabane, emmenez-les à la marée. Alors, légalement, t'as pas le droit de les faire retourner les poches d'huîtres. Mais là, un jour, j'ai fait ça en photo, je suis allé faire l'expérience. L'ostréiculteur me disait, mais en fait, tous pleurent pour descendre du bateau et retourner les poches pendant 3 heures. Il me dit, bah moi, je les laisse faire. Et les gens ressortent, sont contents. Oui, lui, c'est son quotidien et ça peut même paraître comme étant une tâche parfois pénible quand Est-ce on met qu'il les l'est, pieds hein, dans l'eau ouais. froide, à retourner les, voilà. Mais pour beaucoup de gens, je pense que ils n'ont jamais vu ça, ils ne savent pas. Donc j'allais dire, c'est presque de l'aventure à proximité de, alors, sans être très Mais, loin, mais mais oui. si on ne l'a jamais vu, on s'imagine pas. Et pour eux, ils le vivent vraiment comme une expérience à faire, à partager, ça enrichit un peu leur vie. Enfin, Mais oui, et tu vois, moi, je pense à beaucoup de clients, office de tourisme et même agents de voyage qui recherchent de l'expérience. Combien de fois on est allé faire des photos et des vidéos chez des éleveurs de chèvres, de vaches, de taureaux, qui n'avaient pas mis en tourisme leur activité. Alors c'est incroyable, bon, petite anecdote, mais tu vois, un jour on va faire un shooting photo chez un producteur de fromage de chèvre. Purée, ça faisait mal au cœur, mais petite cabane, petite caravane, les gens vivaient... parce qu'ils avaient pas... Donc tu les vois, ils bossent 15 heures par jour à traire le lait. Les gamins font la même chose et tu dis, mais en fait, vous avez une pépite entre les mains. Si votre métier qui est harassant, vous pourriez faire payer quelques euros à des gens qui rêveraient de le faire. Et vous, ça vous permettrait aussi d'en vivre plus, quoi. Donc, il y a aussi des belles opportunités pour des gens dont c'est le quotidien et qui gagnent vraiment très peu de ça, de faire venir les fameux citadins et de mieux vivre de oui, ce ou métier, quoi. Ouais. créer des passerelles intelligentes Mm. pour. Et puis ça permet aussi de couper l'isolement. Enfin, j'imagine, je suis pas expert en matière agricole, mais si ça permet effectivement de faire partager son métier, sa passion, et en même temps faire toute la complexité de ces métiers-là avec des personnes de passage qui en échange permettent d'améliorer l'ordinaire. C'est comme beaucoup de... D'ailleurs, c'est pas... ça s'inscrit dans ce qu'on disait, beaucoup de propriétaires d'exploitation agricole, de fermes, ont souvent une activité, c'est un complément de Oui. leur... une activité Mm. d'agritourisme, j'allais Mais dire, c'est ça, d'avoir un c'est- logement, un gîte à côté ou une extension ou une dépendance qui est louée en saison aux touristes, qui est un complément de revenus. Et pour les vacanciers qui viennent séjourner, ben, ils sont vraiment dans un lieu authentique et ça leur permet de découvrir d'enrichir leur Mm. séjour à la campagne, quoi. Mais c'est vrai que pour ceux dont c'est le quotidien, ils se rendent pas compte que ça peut être une belle opportunité pour eux d'augmenter les revenus. C'est rigolo, parce qu'on parle de ça.
C'était en Aveyron que j'ai vécu l'expérience. La cliente est en train de m'appeler au même moment dont on parle de ça. C'est Ah, rigolo. il se passe quelque Ouais, chose, c'est il y a des marrant. connexions. Ouais. Donc, alors, c'est marrant parce que d'un côté, on a cette tendance de retour aux vacances où je ne fais rien, je prends le temps de lire des activités totalement hors connexion, les vacances à la ferme, comme tu dis. Et à côté, alors c'est peut-être pas à côté d'ailleurs, on, on va en discuter, mais et à côté, tu as le fameux set jetting où, tel que moi, ma définition, tu me diras si je me trompe ou si je suis inexact, c'est en gros, je regarde Netflix, les séries, la télé, le fameux White Lotus, hein, où c'est une série qui se passe dans un hôtel incroyable dans le monde. J'ai envie de le reproduire. J'ai envie d'y aller. Je vois la série Game of Thrones. On en a fait un programme d'ailleurs avec nos Irlandais. J'ai envie d'aller faire des vacances dans les lieux de tournage. Donc c'est marrant parce que d'un côté, on veut faire du hors connexion, mais notre inspiration de vacances est très liée à des choses très connectées. Alors, c'est l'inspiration, C'est- effectivement, non, c'est très juste, qui provient de ce que les gens, enfin, ce avec quoi les gens sont Mm. en contact tous les jours. Et effectivement, de plus en plus, les sources d'inspiration, enfin, quand on voit la place que prennent les séries, notamment, euh, les séries dans le, comment dire, c'est quand même, ça devient de plus en plus la source numéro un de D'influence, contenu d'inspiration. Ouais. artistique, en fait, cinématographique pour, pour beaucoup de gens, et n'en parlons pas pour les plus jeunes générations. Donc c'est une source d'inspiration incroyable. Et Expedia avait été effectivement la première, avait été la première à identifier cette corrélation et cette tendance, lui a même donné son nom. C'est vrai? Ah, Le je ne set savais pas jetting, que ça. oui, ça Ok. vient de, c'est Expedia qui avait identifié cette tendance sur l'influence effectivement de tout ce contenu sur le choix de la destination et sur les envies de vacances. Et ça peut être au sens large, ça peut être la destination de vacances, ça peut être les lieux de tournage en Mm. eux-mêmes, euh, l'univers qui est présenté dans une série, parce que parfois c'est complètement fictionnel. Donc, Oui, c'est vrai, oui, oui. mais c'est un univers, c'est vraiment tous les imaginaires qui sont projetés par une série et qui inspirent et qui donnent envie à des gens de partir dans tel ou tel lieu. Et on s'amuse régulièrement à vérifier l'effectivité en fait de cette, je sais pas si, oui, Ou en tout cas, j'ai compris le mot, oui. voir si ça Oui, se oui. vérifie Ouais. sur toutes sortes de séries qui sortent, et c'est quasiment systématique. C'est impressionnant de voir à quel point L'influence est forte, quoi. et quand on regarde, si on prend un exemple, la destination la Grande-Bretagne, par exemple. Alors, il y a eu toutes sortes de séries, que ce soit Chronique des Bridgerton, The Crown, Outlander, euh, Game of Thrones. Outlander, etc. Le, Downton Abbey Oui. aussi, un gros pourvoyeur aussi d'inspiration. Mais ce sont des univers très puissants qui ont beaucoup contribué à l'attrait de certaines zones touristiques en Angleterre. La campagne anglaise en a beaucoup bénéficié. D'ailleurs, dans notre liste des C'est ce que j'allais te destinations dire. de l'année, voilà, la boucle est bouclée, il y a les Cotswolds, Ouais, qui exactement. Je est, cherchais à bien le dire, donc alors je c'est ne sais bien. pas T'as si tu le as meilleur accent que déjà moi. eu l'occasion d'y aller, Non. c'est une région, c'est la campagne anglaise euh, rêvée. C'est ravissant, et en plus, les villages sont vraiment tous avec des maisons en pierre dorée. C'est très très joli, et ça change des petites maisons. Parfois, dans la campagne anglaise, on a des petites maisons, on a l'impression de se retrouver dans une banlieue de Londres avec des petites maisons en briques accolées les unes aux autres. Là, c'est pas ça. Il y a un côté, mais c'est une campagne un peu chic, un peu esthétisée comme ça, et c'est, je pense, pour les vacanciers, les voyageurs étrangers notamment, c'est pas forcément la vision qu'ils ont de l'Angleterre. Et je pense que c'est une très bonne surprise d'aller découvrir ces contrées-là. Et ça a beaucoup bénéficié. Et on s'attend notamment à un grand succès de cette destination-là au sein de l'Angleterre, au-delà de Londres. Pareil, c'est marrant ce que tu me dis. Mon fameux tour opérateur Pays Celte m'a dit il y a peu plus tard que 2 semaines, lance-moi des campagnes sur cet endroit-là parce que on sent que ça Il y a, on il y sent a- que il ça y a- il y a- surperforme. oui, Ouais. notamment dans la clientèle
hors Angleterre, Ouais, il y a, oui, un réel... oui, exactement. oui. Et le Yorkshire aussi, donc ça c'est plus l'effet un peu Downton Abbey. Mm. Qu'est-ce que tu en penses je sais pas si tu as la réponse, mais une grande destination, tu penses elle peut avoir quelque chose de volontariste là-dessus? Est-ce que tu peux te mettre avec des producteurs pour dire, mais moi, vous pouvez venir tourner chez moi? Ou en fait, c'est un peu l'effet de bol où si une série se tourne chez toi, tu en fais un petit peu ton beurre. Tu peux avoir une politique volontariste là-dessus ou... Alors après, je pense que c'est à double tranchant aussi. Je pense que nous, on a constaté le phénomène du sedgeting. Après, la destination, je pense qu'elle a intérêt à s'en emparer de façon prudente et responsable. Ça peut tout à fait attirer beaucoup de gens, mais après, tout dépend de... Il y a des bons exemples et des Ah, ça contre-exemples. m'intéresse, ouais. Si on regarde, alors c'est un peu lointain, donc on n'est pas forcément sur... c'est plus loin de la France, mais le film, par exemple, La plage avec Ah oui, Leonardo DiCaprio, je c'est pas connais. tout récent, mais ça a créé... donc c'est une plage en Thaïlande. Tu l'as déjà vu? Le film, Non, mais la plage, tu y es allé sur cette fameuse non. plage-là? Bah, j'y suis allé. Vas-y, bah, j'attends que tu le Parce que, décrives. alors, moi, je n'y suis pas allé, et enfin, pour une raison Pour celle-ci, précise, justement, oui. c'est qu'il y a eu un tel afflux sur cette plage-là, la plage était devenue bondée, les gens ça a complètement pollué l'environnement parce que avec les crèmes solaires, etc., sur un environnement un peu fragile, ça a pollué les eaux. L'afflux de gens faisait que finalement, le lieu est absolument magnifique, mais les gens étaient un peu déçus parce qu'on se retrouvait avec des hordes d'autres personnes, tout le monde à faire la queue pour faire son selfie sur la plage. Et au final, non seulement ça a perdu son d'intérêt touristique, parce que trop de gens, voilà, on a envie de se sentir un peu seul au monde dans ce genre d'endroit, et finalement on fait des kilomètres pour se retrouver comme aux heures de pointe du métro, dans le métro, donc c'est pas forcément ce que recherchent les gens. Et en plus, ça a eu un véritable impact sur l'environnement. Mm. Résultat des courses, la plage a été fermée. Ah bah, Les autorités ont été obligées de fermer l'accès à la plage. cette expérience-là, je l'ai faite il y a 10 15 ans. Ah, puis moi, le film j'y suis allé parce que ça m'emmenait là-bas, hein. Je connaissais pas le film. C'est mon voyage de noces. Et effectivement, ce que tu racontes, c'est que tu arrives, c'est bondé, mais tu peux pas faire 3 mètres, hein. Donc tu prends ta photo face à la mer, c'est magnifique, tu te retournes, t'es rempli on est des fourmis, quoi. Donc, ouais, comme tu dis, c'est pour le meilleur et pour le pire, quoi. Mais Ouais. tout dépend du. C'est un endroit tellement Mm. spécifique. C'est un lieu dans un cadre naturel, par définition fragile et assez étroit. Donc quand il y a des millions de personnes qui viennent, forcément c'est compliqué à absorber et ça devient Mm. problématique. Quand il s'agit d'un univers, si on regarde beaucoup de séries coréennes par exemple, ça a énormément bénéficié au tourisme en Corée du La Sud Corée du et Sud, à oui. Séoul notamment, qui est Ouais. quand même, c'est une des destinations aussi assez tendance, C'est vrai hein. qu'on la retrouve pas dans la liste, mais oui. Mais l'année dernière, Ah, déjà, ok. ça avait beaucoup Mm. de. C'était plus l'année dernière. Et il y a tout un univers aussi, un univers culturel coréen Mm. qui finalement, il y a eu un peu toute la mode du Japon aussi, mais la, la Corée du Sud maintenant existe dans l'univers mental des gens comme étant enfin, voilà, comme une culture forte et un univers culturel propre et identifié, notamment auprès des jeunes générations, que ce soit dans les cosmétiques coréens, les skincare, qui sont parmi les plus recherchés, mais y compris dans la nourriture, toute la culture, les séries Bah sud-coréennes. oui, la plus connue, oui, oui. Squid Game, Squid oui. Game. Ouais, ouais. Non, mais mais alors l'avantage, c'est que si c'est à l'échelle d'un pays ou à l'échelle d'une grande ville comme Séoul, c'est beaucoup plus gérable hein, parce qu'il y a déjà des T'as déjà les infrastructures infrastructures, ouais. et c'est plutôt ça peut à la limite alimenter la politique d'un pays Mm. entier en termes de tourisme et non pas et capitalise sur plusieurs aspects de leur culture et non pas forcément sur un lieu en particulier. Donc c'est là où je pense que quand c'est à l'échelle d'une région, quand on parle des Cotswolds ou de l'Écosse, c'est une région, c'est un pays même, donc c'est beaucoup plus gérable que sur un micro-lieu où là, effectivement, il faut
les destinations peuvent s'en emparer, mais peut-être la prendre un peu à contre-pied Mm. pour essayer de maîtriser tout cela. C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est un peu ouais, le soft power des États. Le Japon a été très bon, Corée du Sud, je veux dire Corée du Nord, Corée du Sud sont très bons, Corée du Nord un peu Ouais, moins, sont très bons. Et tu vois, là, on travaille avec le Bénin, et ils ont une stratégie un peu différente. Comme il n'y a pas d'imaginaire sur le Bénin, ils sont en train d'aller chercher, en France notamment, des artistes, des chanteurs, des humoristes qui sont béninois, mais qui, quand tu connais la personne, tu ne connais pas son origine bien précise. sûr. Donc ils sont en train de faire toute une stratégie de plan d'action qui je trouve ça merveilleux. Ils se servent culturellement de ces personnes-là Des pour relais reparler de leur pays. culturels, oui, oui, C'est d'ambassadeurs hyper aussi. C'est un intéressant. peu enfin, des ambassadeurs de la culture Exactement. béninoise et qui peuvent parler aussi, s'ils ont des connexions avec le pays, qui peuvent parler du pays et ça fait des relais pour essayer de mieux faire connaître la destination. Ça commence à te créer un imaginaire. Est-ce que, je sais Alors, pas j'y si tu as suis la pas allé, réponse, mais hein. je connais des personnes effectivement qui sont allées au Bénin. Il y a des parcs magnifiques, notamment, je crois, dans la partie nord Oui, où tu euh, vas du- un poil moins, c'est un peu plus oui, complexe, en ce moment, oui. mais oui, oui, oui. Mais je parle de ça, c'était il y a assez longtemps. Ouais, Donc, oui, là c'est en ce moment où c'est un ouais. peu. Alors, est-ce que la France continue de faire ce fameux soft power à l'étranger? Est-ce que l'engouement qu'ont les Français pour le Japon et la Corée du Sud, les étrangers ont le même pour la France? On sait encore faire ça, tu penses, dans les stades que tu peux Bah, ce voir qu'on constate, c'est que la France demeure le premier pays en termes d'arrivée de touristes internationaux. Et elle reste sur la première marche du podium. Donc, je pense qu'il y a. Enfin, le fait est que, oui, la marque France, je pense, d'un point de vue touristique, reste extrêmement puissante. Euh, Après, tout l'enjeu, c'est aussi de diversifier le tourisme en France. La France a un avantage aussi peut-être par rapport à d'autres destinations. Un avantage qu'elle partage aussi avec l'Espagne notamment, c'est que c'est la première destination des Français eux-mêmes. Oui, Donc il y a un très fort tourisme domestique. Ça fait un socle important. Ça, c'est bon pour tous les acteurs du tourisme. Et en plus de ça, il y a effectivement cette manne de touristes étrangers. Mais après, il faut faire vivre cette image et faire en sorte d'orienter les flux touristiques vers des régions peut-être un peu moins connues, en dehors du Paris Côte d'Azur, Paris French c'est ce que j'allais Riviera, dire. ou voilà pour ouvrir. Donc ça, c'est en fait. Après, tout dépend aussi. Plus les gens viennent de loin, plus il est probable que leur premier séjour sera Le cliché. Mm. le cliché. Et je pense que Paris, notamment, reste je veux dire, là aussi, c'est presque une marque. C'est très chargé dans l'imaginaire. La French Riviera, la Côte d'Azur également, la Provence, voilà, il y a les gens, quand ils pensent à des images de la France à l'étranger, on peut avoir l'image des champs de lavande dans le Mais c'est vrai. sud. Et, et on se rend compte, d'ailleurs, ce sont les deux régions qui ont le tourisme le plus international. Si on va en Bretagne, par exemple, qui est une très grande région touristique, ou en Aquitaine, il y a aussi il y a des touristes internationaux, mais la part des touristes nationaux est beaucoup plus Mm. forte qu'en Provence, par exemple. Donc, et il y a beaucoup d'Européens aussi, mais vous verrez beaucoup moins de touristes C'est vrai. asiatiques en Bretagne, par exemple, à part en Mont-Saint-Michel, Oui, mais qui n'est oui. pas en Bretagne, qui est en Normandie. Et tu dis ça en normand, Je tu vais pas blesses mon rentrer cœur, tu dans le blesses mon... débat, mais voilà. Mais effectivement, je pense que non, non, la France a encore des atouts. Maintenant, c'est aux régions aussi je pense, de savoir, enfin, de se projeter hors de l'Hexagone pour créer un imaginaire pour des publics différents à l'étranger. J'adore ce qu'on est en train de se dire. Donc moi, je suis de l'autre côté de la barrière avec les régions qui nous demandent de faire la promotion. Il y a toujours une petite ambivalence où, bah, c'est le cas avec, je ne vais pas froisser personne, mais par exemple la Nouvelle-Aquitaine qui veut beaucoup travailler sur, donc à l'échelle de la France, l'Office de tourisme est chargé
de montrer le lieu, entre guillemets, d'un point de vue local, les départements pour la cible française, normalement les régions cible étrangère. Dans l'idée de chaque millefeuille, Chaque de strate, chaque strate, voilà, merci de oui. le dire mieux que moi. Mais... Et là, je vois, par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine, la stratégie, c'est slow tourisme. Moi, je trouve que c'est intéressant pour des publics locaux qui ont déjà vu la Nouvelle-Aquitaine 200 fois. Mais c'est vrai qu'on va parler de Limoges. J'ai no offense à Limoges, hein, ça a été nos clients. Pour un Américain, je pense qu'il va peut-être vouloir d'abord découvrir le Pays Basque, Bordeaux, plutôt que les périphéries. Donc, même nous, hein, stratégiquement, on se pose les questions. C'est une vraie demande de durabilité, de gestion des flux, de régulation des flux. Mais pour des publics lointains, et j'aime bien ce que tu dis, plus les gens viennent de loin, plus ils veulent voir la pépite. Les C'est pas facile incontournables. Ouais. stratégiquement. Non, il faut arriver à identifier Hein. quel public idéalement on souhaite. Après, certains, c'est s'il y a des problématiques de surtourisme dans certaines zones spécifiques, peu importe que les gens viennent de près ou de loin, la problématique demeure. Donc, mais après, ce sera tout le talent d'une agence comme la tienne pour arriver à répondre à ce besoin. Mais effectivement, parler des régions les plus rurales ou au-delà de ça, les moins connues à un public très éloigné, ça risque le chemin à parcourir est beaucoup plus long pour l'emmener à penser qu'il pourrait passer des vacances à cet endroit-là. Exactement. Donc, ça s'adresserait, oui, probablement plus facilement à un touriste, à des vacanciers locaux, enfin nationaux, qui ont déjà dont le nom de la destination évoque quelque chose, qui Exactement. savent la placer sur une carte et après lui indiquer, voilà, pourquoi aller là et On pourquoi essaye. Hein. revenir. Je suis d'accord avec toi. C'est le sujet du moment et c'est pas simple parce qu'on veut réduire les flux, on veut faire plus de durable. Mais parfois, alors c'est un truc que j'aimerais évoquer avec toi en dernière partie. Il nous reste une grande demi-heure, max, sur la différence entre les étrangers en France et les Français en France. J'aimerais qu'on voit 3 points. Ce point-là qu'on verra à la fin. Dans les 4 tendances, donc il y avait le charme de la ferme, le côté vacances où je prends du temps pour lire et vraiment ne rien faire pour le coup, même pas aller faire de la rando. Le set jetting, on en a parlé. C'est marrant parce que le set jetting, le chiffre, c'est 53% des voyageurs sont plus enclins à opter pour des destinations set jetting. Quand on regarde la Gen Z, c'est 81%. Hein. Donc on voit bien là la différence de Oui, choix chez les plus des jeunes. inspirations qui Ah ouais. sont un peu différentes par rapport aux autres. C'est clair. Ah bah, j'aimerais bien qu'on fera peut-être un focus sur la Gen Z. Tu me dis, tu as 23%, tu as 23 ans dans le métier. Tu vas pouvoir me parler des générations. Dans l'étude, c'était mentionné aussi, j'adore l'idée, les hôtels réinventés, dont, j'allais dire l'abbaye de Fontevraud, mais non, c'est l'Ermitage Fontevraud, plus 57%. C'est quoi la tendance là avec l'hôtellerie comment tu peux en parler de ça? J'ai vu les images qui sont magnifiques sur le site. En fait, on a constaté que parmi les types d'hôtels qui connaissaient le, le plus plus de succès, en tout cas une augmentation de l'intérêt, enfin, la plus forte augmentation d'une année sur l'autre, beaucoup de ces hôtels étaient des hôtels qui avaient comme particularité ce qu'on a appelé des hôtels réinventés. C'est souvent des lieux reconvertis en hôtels, qui à l'origine n'étaient pas des hôtels et qui ont été transformés euh, pour leur donner un usage hôtelier. Donc, je peux citer des exemples. Effectivement, on peut parler de cette l'abbaye de Fontevraud, enfin l'ermitage de l'abbaye de Fontevraud qui a été transformé en hôtel. Donc ça, c'est en région Val-de-Loire, dans le centre Val. Val-de-Loire. Et donc, par définition, ce n'était pas un hôtel à l'origine. Mais c'est un lieu qui a du coup un caractère incroyable, qui a tout le confort moderne, tout le design et tous les services qu'on peut attendre d'un bel hôtel, mais dans un cadre qui vraiment raconte une histoire. Et, euh, et ces exemples-là, ils sont multiples et partout dans le monde. Donc là, on a parlé d'un lieu historique, cette abbaye, mais ça peut être aussi des anciennes. On a beaucoup d'anciennes postes, bureaux de poste qui ont été des bureaux de poste même assez monumentaux dans plein de villes qui ont été du monde, qui ont été transformés en Hyper intéressant. en hôtels. On a des anciennes prisons
en Angleterre ou aux États-Unis qui ont été. C'est assez incroyable ces exemples-là parce que les cellules sont devenues des chambres agréables, confortables, avec une belle salle de bain. Mais il y a effectivement, on voit encore toute la structure d'une prison du 19e siècle. On a des anciennes banques transformées en hôtels. On a des écoles, des bâtiments, des bureaux fédéraux ou des bureaux administratifs, toutes sortes de choses. On avait des exemples là, d'hôtels ou des anciens palais même qui ont été transformés. Donc, là aussi, il y a la quête chez les gens d'être dans un lieu personnalisé, un lieu non standardisé et qui raconte une histoire, qui donne un sens et qui finalement, c'est pas juste un lit pour aller dormir, mais c'est aussi un univers. Et en général, tous ces lieux qui ont été réhabilités, transformés en hôtels, euh, on a cherché, même si ça a été redessiné par des designers ou retravaillé, ça peut être même plus simple, mais il y a toujours un petit lien avec l'histoire précédente du lieu et ça crée un caractère unique et c'est ça que les voyageurs apprécient aussi dans ce type d'établissement. J'aime bien ce que tu me racontes là parce que tu vois, même nos clients, nos destinations qui parfois ont du patrimoine à disposition, inhabité, abandonné, ils savent pas quoi en faire. Des fois, ils en font des tiers-lieux, mais il y a aucun argent qui se crée là-dessus. Des fois, c'est pas inintéressant de faire des appels à projets pour des belles reprises comme ça, hein. C'est pas bête, c'est pas bête. Oui, oui, il y a un vrai potentiel. En tout cas, il y a un vrai désir de la part des voyageurs. C'est une vraie tendance à séjourner dans des lieux uniques. Mm. Ouais, totalement. J'avais écouté le podcast du PDG actuel de Accor qui disait ça en fait. Avant, comme les gens se partageaient pas vraiment l'expérience, il n'y avait pas les réseaux, tu prenais le Ibis style, on avait tous les mêmes chambres, les gens s'en fichaient. Mais comme tout le monde partage ses vacances, chacun veut avoir les vacances uniques. Donc l'hébergement aussi. Donc ça suit ça. Ça enrichit voilà, le séjour Mm. aussi. Ouais. Et pareil, dans le côté enrichissement, il y a peut-être les raisons de sortir, de voyager. Une des dernières tendances que vous mentionnez, c'est, vous les appelez les explorateurs du sport. 57% des gens aimeraient vivre, soit partent pour l'occasion, ou aimeraient vivre un moment un peu unique sportif. Alors en fait, cette tendance, concrètement, et là aussi, je pense qu'il y a quand même un fil conducteur entre presque toutes ces tendances. C'est cette quête un peu d'authenticité. En l'occurrence, c'est par rapport aux personnes qui, dans des destinations à l'étranger, vont chercher à intégrer au cours de leur visite ou de leur itinéraire de vacances, intégrer une expérience de sport local. Mm. Pas forcément pour le pratiquer, mais pour le voir, parce que c'est une façon d'entrer, c'est une porte d'entrée dans la culture locale pour mieux s'imprégner de l'ambiance, de comprendre aussi le sport, c'est quand même un facteur d'unité extrêmement puissant, c'est très intégrateur dans une société et, euh, et découvrir, c'est un peu découvrir aussi une destination par son sport un peu national, son sport fétiche ou qui est vraiment unique. Et par exemple, on parlait du Japon tout à l'heure, Mm. mais Ah bah, j'ai pas. partir au Japon, assister à des combats de sumo, de plus en plus de gens cherchent, voilà, quand ils préparent leurs vacances, leur itinéraire, même s'ils partent en solo, enfin, ils organisent leur itinéraire, ils vont prendre des billets pour aller assister à des épreuves, à des combats de sumo. C'est unique, c'est une atmosphère, c'est des règles, c'est une esthétique qui est quand même très particulière et très propre à la culture japonaise. Et assister à cela, c'est aussi essayer de comprendre peut-être un peu mieux le lieu où l'on va. Mais parmi les sports emblématiques de différents pays, on a relevé par exemple le Muay Thai, qui est la boxe thaï, qui est, je sais pas si tu as déjà eu Oui, puis en l'occasion plus, d'en je voir. l'ai lu dans l'étude, donc oui. C'est C'est impressionnant. Tous les films, moi, c'est les films de mon enfance. voilà, et c'est un peu violent, en tout cas, c'est très rythmé, on pourrait dire, mais les gens sont absolument, enfin les spectateurs sont
C'est comme pour le foot en France, je pense. Enfin, chaque pays a ses propres traditions. Et là, ça, il y a une ambiance, c'est à voir. C'est à voir. T'as même, là j'en ai quelques-uns dans mon entourage qui sont allés en Thaïlande pendant une semaine faire un Un stage de... stage. Bon, ouais, c'est costaud, hein. Ils sont revenus Ça tabasse, entiers, hein. tout Ouais, ouais, allait entier, bien. mais... Oui, ouais. quelques contusions. Donc c'est intéressant ce que tu dis, c'est pas forcément que pour aller voir le spectacle, c'est pas que j'ai une compétition sportive, je veux aller trouver un hôtel pour y dormir. Non, c'est je pars en voyage et je veux aller découvrir la culture C'est locale au au même travers du titre sport. que le matin, on va aller visiter on part, par exemple, on va au Mexique, dans son circuit ou dans son itinéraire de voyage, on prévoit un matin d'aller visiter le musée national à Mexico sur toute la culture précolombienne et le soir d'aller voir un match de lucha libre, Mm. donc ce catch mexicain qui est très dramatique avec des costumes pas Les possibles, masques. où c'est beaucoup de théâtre, mais où ils se jettent les uns sur les autres. Mais c'est un autre aspect de la Mm, culture. c'est vrai. Il y a la culture un peu académique, il y a la culture populaire, il y a les marchés, il y a la gastronomie, mais il y a aussi, par la culture sportive, c'est de plus en plus une porte d'entrée qui attire les voyageurs, qui peut être dans certains cas, comme tu as cité tout à l'heure, la raison principale du voyage, mais sinon qui est une attraction touristique ou en tout cas un intérêt qui s'intègre dans l'itinéraire touristique. Et au même titre que, après, on peut multiplier les exemples, mais la capoeira Au au Brésil. Brésil, donc cette danse un peu Un peu de entre combat, mais tu te touches danse un pas. peu Ouais, martiale, ouais, ouais. etc., mais qui est typiquement brésilienne. On en voit beaucoup dans la rue, etc. Mais c'est pareil, c'est tout un univers et qu'on approche, c'est une autre façon d'approcher un pays Mm. et une destination, mais par le biais du sport. Mais tu vois, là, ça me fait tilt. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne fait pas beaucoup dans nos stratégies, mais bon. C'est bien parce que ces podcasts-là, Alors, ça parmi apprend les aux sports autres et... nationaux en France, oui, on pourrait penser à la pétanque, mais Oui, oui. Après, Petit pastis pétanque. Et quoique, ça redevient... alors, oui, et puis c'est relativement bien identifié par les touristes C'est étrangers, vrai. Oui, et d'ailleurs. ça n'a pas l'effet un peu cliché tel que le franco-français le voit. Exactement. Donc, mais C'est plus vrai. pour une clientèle étrangère, en tout cas, j'ai déjà vu à Paris, j'habite à Paris, il y a beaucoup de terrains de C'est pétanque. pas grave, hein, ça Et arrive, on hein, voit, mais il y a beaucoup de terrains de pétanque et on voit beaucoup de gens qui jouent. Et parfois, quand des touristes passent devant, ils prennent des photos, ils sont tout émerveillés de se dire, ah bah oui, c'est tellement français. Et de le voir à ce moment-là, on sent on est content parfois de rencontrer certains clichés, mais mais... surtout quand c'est authentique, Et tu c'est encore voyages un plus peu pour ça appréciable. aussi. Ouais, Tu voyages pas pour bien voir la même sûr. chose que chez toi, exactement. Non, mais tu vois, c'est des trucs qui font tilt. Je sais qu'il faut que vous partiez dans pas trop longtemps. Deux petites questions. Est-ce que... Enfin, c'est pas le est-ce que, c'est de quelle façon d'ailleurs tu ressens, au travers des études, même des données que tu peux avoir dans le groupe, à quel point la nouvelle génération consomme, recherche, choisissent différemment de l'ancienne. Tu vois, les 40-50 ans d'aujourd'hui qui ont peut-être eu l'habitude de chercher sur Google, eux, c'est les avis qui comptent. Est-ce que la nouvelle génération cherche autrement, cherche d'autres choses? Est-ce que les critères de durabilité sont vraiment plus importants pour les jeunes que pour les plus anciens? Est-ce que tu as des petites données là-dessus, ou même toi, avec 22 ans d'expérience là-dedans, tu vois des mouvements comme ça s'opérer? Alors, il y a, il y en a plusieurs, je pense, plusieurs spécificités. Euh, je pense que les plus jeunes générations, alors Prends bien le micro. Ouais. en termes d'inspiration, les choses peuvent bouger très rapidement. C'est-à-dire, ils sont très perméables Hmm. aussi au changement. Ben, finalement, ils s'adaptent assez bien au changement et ils sont très perméables aux nouvelles inspirations. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut être toujours prêt à répondre à ces attentes-là. Et donc, il y a beaucoup de phénomènes de mode, parfois. Donc, il y a une grande... ça, c'est mon impression. Après, dans la façon de rechercher, effectivement,
Ils vont puiser leur inspiration aussi beaucoup auprès des influenceurs, Mm. oui, sur les réseaux sociaux, bien avant que d'aller consulter des guides traditionnels ou des sources, ça c'est certain. Et, mais pour eux, alors, il y a influenceurs et influenceurs, je pense que euh, pour eux, quand ils font confiance, quand ils suivent vraiment quelqu'un, ils le suivent souvent pour. C'est pas béatement, en fait. C'est quelqu'un qui leur propose un univers dans lequel ils se retrouvent, qui tient un discours crédible à leurs yeux. Et là, la connexion se fait beaucoup plus intensément, j'allais dire. En termes de comportement, alors, dans la première partie de ta question, tu avais dit. Donc c'était, est-ce que de quelle façon il s'inspire, il recherche différemment, quelles sont les différences entre ces deux générations-là et peut-être les critères de choix? Alors oui, dans les réseaux sociaux, c'est certain, c'est quand même les réseaux sociaux, mais comme on disait tout à l'heure aussi, en termes d'imaginaire, les séries Ouais, ouais. jouent un grand rôle. C'est quand même eux qui tirent ça enfin, qui tirent cette tendance du set-jetting, mais c'est c'est- c'est assez marrant. Me vient une anecdote avec le succès de Emily in Paris. Mm. Je reviens encore sur set-jetting, mais Oui, justement, tout, tout le monde, toutes les jeunes filles, notamment qui venaient de l'étranger à Paris, portaient un béret. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de remarquer ça. on l'a vu pour des clients, on s'est même nous emparé un peu de l'effet de mode Mais pour ce qui essayer. n'existait pas avant. Et en l'espace d'un an, tous les visiteurs qui venaient à Paris, et les femmes principalement, portaient un béret. Donc c'est en ça qu'on peut toucher du doigt un peu la Mm, puissance mm. d'inspiration de ces séries. Bon, c'était une petite Non, non, parenthèse. mais Mais je pense que la jeune génération est beaucoup plus sensible. C'est pas forcément des moutons, mais en tout cas, les sources d'inspiration sont différentes. Mm. Réseaux sociaux et séries, ça c'est pour l'inspiration. Après, dans la façon de rechercher, euh, ils sont beaucoup plus autonomes. Euh, on leur donne les outils et ils se débrouillent avec, en fait. Donc, plus ils font leur choix eux-mêmes, il y a moins besoin de les guider. C'est des natifs, ils ont grandi avec tous les outils, ils ont tous les réflexes, ils sont très à l'aise, il faut leur donner l'autonomie et ensuite c'est eux qui décident. Ils ont cette autonomie-là que d'autres générations sont peut-être plus sensibles à des recommandations, à se laisser guider, à rentrer, déjà à utiliser d'autres. Rien que les plateformes qui sont utilisées sont différentes. Beaucoup de gens utilisent plus le, le mobile que le site par génération. On voit la génération plateforme site web, génération mobile, et là, la plus jeune, ce sera génération IA. Ouais, c'est clair. TikTok et IA pour chercher les vacances, c'est. C'est en tout cas comme première porte d'entrée, oui. Mm. Moi qui suis un vieux hein, dans le digital, effectivement, moi, mon réflexe générationnel, c'est Google. Maintenant, je m'amuse à faire pour montrer aux clients les mêmes recherches sur TikTok, mais malheureusement, tu reviens plus à Google. C'est tellement. Dans les premières intentions, c'est beaucoup plus immersif. Avant, tu allais chercher l'avis pour être sûr que ce qu'on te met dans les résultats de recherche, ça soit véridique. Mais en fait, sur TikTok, tu n'as plus besoin de l'avis puisque tu le vois, ce dont on est en train de te parler. Donc, c'est encore plus véridique que l'avis déposé. Donc, c'est merveilleux pour ça, avec tout ce que ça peut induire. Non, c'est certain, c'est des usages qui sont juste différents. Après, il faut accompagner ça pour répondre aux Mm. besoins. Et les jeunes générations de voyageurs, celles d'aujourd'hui, bah, sont des gros contingents aussi dans les 10 ans qui viennent. C'est ça, c'est pour ça que ma question, j'essaye toujours de creuser ça parce que c'est comment dire, ce qui est encore en démarrage aujourd'hui, demain c'est la masse. Et ils auront gardé les usages. Oui, ou en tout cas cette jeune génération qui aujourd'hui démarre dans la vie active, dans 10-15 ans, elle sera, on l'espère, beaucoup plus intégrée dans la vie active avec peut-être aussi des budgets, enfin voilà, un budget Mm. vacances plus important qu'aujourd'hui.
Et donc, ce sont des clients d'aujourd'hui, mais qui seront aussi des clients à plus fort pouvoir d'achat, souhaitons-le, pour eux aussi, oui, dans les 10 ans qui viennent. C'est marrant, tu me fais ma transition sur ma dernière question. Oui, après, promis. Justement, pouvoir d'achat. Est-ce que, tu vois, on parle un peu de pouvoir d'achat un peu en baisse en France, etc. Moi, dès que je vais voir un peu, soit les destinations, soit les pros qui me disent, oh, alors je sais pas si c'est un discours de façade, hein. Oh, tu sais, c'est plus dur cette année que l'année dernière. Je sais pas si c'est de la façade, mais tu sens un peu les impacts économiques. Est-ce que vous, dans les études, dans les datas, tu sens que les Français, quand ils partent en France, ont de moins en moins de budget? Est-ce qu'ils font des choix? Dans l'hôtellerie, est-ce qu'ils réduisent les gammes? Est-ce qu'ils prennent des trucs plus haut de gamme mais moins longtemps? Tu vois des choses s'opérer comme ça? Alors, ce qu'on a vu en période d'incertitude, et là, disons, au cours des 2 dernières années, alors je ne sais pas si c'est lié au contexte macroéconomique, d'instabilité, euh, toute la période aussi où il y avait une inflation importante, etc. Donc, à partir du moment où les gens se posent des questions sur leur pouvoir d'achat, ça se traduit nécessairement. Ça peut être de façon différente. En général, le budget vacances, je dis vacances plus que voyage, mais le budget vacances, c'est quand même un budget qu'on va chercher à sanctuariser autant que possible. Comme je disais au tout début de notre discussion, c'est si on doit préserver un moment dans l'année, si on peut, évidemment, il y a des personnes qui partent jamais en vacances, mais si on peut, on cherche à préserver 1 ou 2 semaines avec sa famille en vacances. C'est le moment où on se fait plaisir, un moment où on se change du quotidien. Donc c'est quelque chose de très important pour les gens. Et ça le demeure. Le désir de partir en vacances reste toujours très fort. On est prêt à sacrifier même d'autres postes de dépenses pour pouvoir se payer des vacances. Donc ça, c'est quelque chose qui est, en France en tout cas, très solidement ancré. Après, si on a une contrainte sur son budget, on fait avec aussi l'argent qu'on a. Et si on a un peu moins d'argent, ou si on ne veut pas trop dépenser parce qu'on souhaite économiser pour X ou Y raison, ça peut se ressentir dans où on part, combien de temps on part, comment on part. Et effectivement, souvent, on a repéré une augmentation du tourisme, notamment à la campagne, ce que je disais là sur les dernières années, mais pour tous les types de vacances. En tout cas, c'était celle qui, alors que parfois ça stagnait un peu au bord de la mer, voire parfois ça baissait un peu, voilà, mais ça restait assez stagnant, à la campagne ça augmentait. Et il y a 2 raisons à ça. Il y a ce qu'on disait tout à l'heure, l'attrait pour le slow travel. C'est pas parce on n'a pas l'impression de passer de moins bonnes vacances Hmm. parce qu'on va à la campagne plutôt qu'à la mer. C'est pas vrai. Je pense qu'on passe de bonnes vacances et les gens en sont convaincus. Mais partir à la campagne, par exemple, une belle maison à la campagne, ça reviendra moins cher. C'est souvent 30% moins cher qu'en bord de mer, pour parfois une maison plus grande, avec un peu de chance une piscine ou un grand jardin, plus d'espace. Et ça, je pense, c'est ce type d'arbitrage qui est réalisé. On part un peu différemment, on peut partir moins loin. Parfois, on va pas, on traverse pas toute la France, mais on va partir à 200 km au lieu de partir à 600, 800 km. On économise sur les péages, on économise sur toutes sortes de choses. C'est sur ce type d'arbitrage où on prend plus de repas. Si on est dans une maison de vacances, on prend plus de repas à la maison, c'est fait pour, plutôt que d'aller au restaurant. On ajuste sur ces variables-là. Et je pense que récemment, parmi ceux qui se sont plaints de moindres dépenses en vacances, c'était beaucoup de restaurateurs, Oui. notamment. Plus encore que les hébergeurs, c'était beaucoup de restaurateurs où les gens, quand ils doivent faire des arbitrages, on part, c'est déjà bien, on se loge et on modifie éventuellement les activités où, au lieu d'aller 4 fois par semaine au restaurant, on ira peut-être 2 fois. Et c'est là où, en tout cas, on a constaté qu'il y a eu le plus de, de C'est là où modifications. les... Ouais. Et c'est marrant ce que tu me dis, alors, ça reste que des anecdotes, hein, mais j'ai eu un restaurateur, bon, déjà les restaurateurs me le disent tous, et j'ai un restaurateur à Bordeaux qui me dit, moi ça a été le cas, à tel point que j'ai changé ma carte pour pouvoir mettre des plats clichés que les étrangers aimaient.
Comme ça m'a permis d'attirer des cibles étrangères. J'aurais mis des escargots, tout le classique français. Et ça me permettait de ne pas réduire mes tables, en fait. Je sais que mes cibles françaises avaient moins de budget. Il me dit, j'en ai même vu qu'on partageait des assiettes, ce qui n'arrivait jamais avant. Par contre, comme mes cibles étrangères, globalement, dépensent plus que le français, j'ai mis des plats un peu clichés. Je me dis, Pour c'est pas idiot. s'adapter Ouais, et c'est puis pas idiot. pour aussi sauver leur activité, Ouais. hein, Eh oui, bon, après, c'est un autre débat hein, sur les prix. Mais Mais peut-être pour terminer sur une note positive aussi, je pense que donc oui, il y a des, en fait, enfin, je pense, ce qui me surprend toujours depuis 20 ans, comme tu dis, c'est de voir que ça reste quand même une aspiration extrêmement profonde pour tout le monde de partir en vacances, que ce soit loin ou que ce soit pas très loin, près de chez soi, il y a quand même toujours ce désir qui est très très fort, très présent, de partir, de se créer des souvenirs avec ses proches ou ses amis. Et c'est un moment important dans une vie. Et souvent, quand on se penche un peu sur son passé, on se repère beaucoup par rapport aux vacances qu'on a passées et aux souvenirs qui restent associés à ces moments. c'est vrai ce que tu dis, hein, tu vois, pour finir même là-dessus, pour ouvrir, j'avais assisté à une conférence de Jérôme Fourquet, tu sais, qui est Oui, directeur à l'IFOP, et qui a montré une étude où on a demandé aux gens à 40 ans d'écart ce qu'ils considéraient comme très important, pas important, donc la famille, le travail hein, et les vacances. En 40 ans d'écart, tout a un petit peu diminué. La famille, c'est moins important qu'avant, le travail, etc. Tout sauf les loisirs. Donc pour tous les professionnels qui vivent de ça dont le métier est de faire du loisir, de l'hébergement, du packagé, de l'hôtellerie, de la restauration, des activités de loisirs, je pense que même d'ailleurs, on voit le nombre d'hôtels en construction, en réaménagement, l'offre hôtelière 4, 5 étoiles qui augmente. Je pense que dans tous les cas, l'attente loisir ne fait qu'augmenter, quoi. Après, c'est intéressant d'avoir des études comme ça parce que ça permet, toi, quand tu es pro, d'aller chercher un peu la niche qui pourrait marcher court la terme et niche et moyen la terme. nouveauté Ouais, ouais. et accompagner aussi toutes ces petites évolutions, Mm. mais qui peuvent devenir aussi des évolutions majeures Mm. pour après. Ouais. Ouais, c'est exact. Oui, et puis comme tu dis, de trier le bon grain de livret, c'est qu'est-ce qui est juste là une petite tendance de 1 ou 2 ans, est-ce que je revois mon offre pour ça? Ou est-ce que, comme tu dis, c'est plus fondamental et Plus plus long terme? inscrit, Ouais, plus oui. inscrit, ouais. Hyper intéressant. Un grand merci à toi. Merci à toi. On aura fait les 2 heures, hein, tu vois. Oui, mais c'était un vrai plaisir. Oui, plaisir partagé. J'aurais eu encore plein de questions, mais il faut peut-être rentrer à la maison. À un moment, il faudra bien rentrer. Oui. Un grand merci Mais à je toi. reviendrai. Mais avec grand plaisir. Merci pour l'organisation et merci à Fatima pour tout ça. À très bientôt. Et encore merci à toi. Merci. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous demande de le partager et de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Et surtout, retrouvez-nous sur le site des compteurs pour nous briefer sur un projet marketing, communication ou branding. À bientôt.